Dames en heren, goedemiddag. Het is een echte plezier in het auditorium van de Nationale Bank jullie virtueel te ontvangen om een debat, eerder een discussie, te bezorgen over de impact van COVID en de stabiliteit, de financiële stabiliteit van onze banken en verzekeraars. Je vais vous expliquer en quelques mots la structure de cette discussion. Nous allons d'abord avoir, via Jean Hilgers, ici présent à ma gauche, directeur de la Banque nationale, une présentation globale d'une demi-heure de l'impact du Covid sur les institutions financières. Et puis une discussion d'1 heure avec un panel de qualité, de très haute qualité. Nous discuterons de macroéconomie, évidemment, du contexte macroéconomique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, de la résilience des banques, des assureurs. Nous discuterons également du marché immobilier, des mesures qui ont été prises aussi par la Banque nationale. Et nous terminerons sur quelques questions un peu plus d'actualité. Ik geef nu het woord aan Jean Hilgers. Jean Hilgers, het is voor u. Merci M. Mathieu pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de la Banque. Et pendant, en effet, les 2 heures à venir, on va traiter du sujet assez actuel du Covid-19 et de ses conséquences sur le secteur financier et la stabilité financière. Nu, noodgedwongen en omwille van welbekende reden gebeurt die seminaren virtueel. Maar we zijn toch wel ingeslaagd om het panel fysisch samen te brengen, hier in het auditorium van de bank. En de panelleden zullen de analyses die gewoonlijk door de Nationale Bank worden uitgevoerd en proberen u voor te stellen, aanvullen met hun eigen kennis, hun ervaring uit de praktijk. En ik ben dus heel verheugd dat Marijn Collin, de CRO van Belgius, van Leen van den Neste, de CEO van VDK, dat Hilde Vernaaien, de CEO van BNV en voorzitter van Naturalia, en Jan van Hoven, hoofdeconoom van KBC en binnenkort van KBC Verzekering, eigenlijk op onze uitnodiging zijn ingegaan om hun inzichten met ons te delen. De structuur voor vandaag, als inleiding op die gesprek zou ik graag eigenlijk een stand van zaken geven van een aantal thema's. Startende met de macro-financiële context die in grote mate de impact van de COVID-crisis op de financiële sector heeft bepaald en nog verder gaat bepalen. En die macro-financiële context die was ook de aanleiding voor een paar sectorele en publieke initiatieven om via de financiële sector de liquiditeitsbehoeften van zwaar getroffen ondernemingen en bedrijven, maar ook gezinnen te helpen lenigen. En deze liquiditeitsmaatregelen hebben tot nu toe tenminste onnodige wanbetaling vermeden. En ook het behoud van de Belgische kredietverlening, van voldoende kredietverlening aan de Belgische economie mogelijk gemaakt. En zonder een stevig en veerkrachtig financiële sector was dat niet mogelijk geweest. En mijn presentatie gaat ook kort ingaan op de huidige financiële toestand van onze banken qua solvabiliteit en verzekeraar solvabiliteit, maar ook op liquiditeitsniveau. En ook hun capaciteit om toekomstige schokken op te vangen, zonder daarbij natuurlijk een cruciaal functies van kredietverlening, maar ook verzekering te verzakken. Belgisch financiële sector, of financiële instelling, die wordt wel geconfronteerd met een paar uitdagingen. En zo lijken de banken zich alvast te wapenen voor een forse toename van het aantal bedrijfsfaillissementen die gaat komen. En die evolutie van die epidemie, ook van het economisch herstel, die blijft natuurlijk relatief onzeker en nog onzeker nu in de laatste weken en dagen. En het is voorlopig heel moeilijk in te schatten hoe zwaar dat gaat wegen op de structuur van onze PPP, maar ook op andere belangrijke markten, die belangrijk zijn voor de financiële sector. Met name bijvoorbeeld de commerciële, maar ook de residentiële vastgoedmarkt. Ik ga ook kort op ingaan. En daarnaast zijn er toch steeds een paar structurele uitdagingen die de aandacht zullen opeisen van het management van Belgische financiële instellingen. We weten dat. Zakenmodel, winstgevendheid, die duidelijk onder druk wordt gezet door respectievelijk de toenemende digitalisering van financiënwezen, ook de aanhoudende lage renteomgeving. Dat is een enorm aandachtspunt. En daarna, onze instelling moet zich ook voorbereiden op andere structurele uitdagingen. De klimaatverandering, de transitierisico's die daarmee gepaard gaan, dat is voor ons ook een element, een belangrijk bestanddeel van onze toezicht. En de Nationale Bank volgt natuurlijk deze uitdaging op de voet en formuleert een reeks macroprudentiële aanbevelingen, beleidsmaatregelen, die ik graag als besluit van deze uiteenzetting kort in herinnering zal brengen. Dat is een beetje voor het programma voor vandaag. Maintenant, si on commence
avec le début, c'est-à-dire les prévisions de croissance, et en reprenant celles que le Fonds monétaire vient de publier à la mi-octobre, on voit bien évidemment l'intensité de la récession pour 2020. En fait, on s'attend à ce que l'ensemble des économies mondiales, à l'exception d'une, et c'est un peu le paradoxe, soit dans une récession profonde. La seule qui ne l'est pas, pour des raisons dont on pourrait parler, mais qui dépasserait sans doute le cadre de ce webinaire, c'est la Chine, qui sans doute sera avec une croissance proche encore de 2%, en tout cas selon les données officielles chinoises, et qui fondamentalement connaît un mouvement, une reprise qu'on peut qualifier de V-shape, c'est-à-dire une reprise assez rapide, contrairement à toutes les autres économies. Alors que paradoxalement, elle est à la base de cette crise, mais a pris évidemment d'autres types de mesures pour l'endiguer, et ce sont évidemment des choses qui dépassent largement le cadre de cette conférence, mais qui fondamentalement ont une certaine importance. Alors, pour vous montrer l'importance de cette récession, au deuxième trimestre, c'est-à-dire au moment de des mesures de lockdown, nous étions en Belgique avec une diminution d'activité de moins 15% par rapport au trimestre précédent, équivalent de l'année 2019. Et on a connu après un assouplissement progressif des mesures de confinement, un rebond d'activité qui était assez rapide, mais qui était aussi de relativement faible ampleur, en tout cas dans sa durée. Très rapidement, à partir du mois d'août et puis vers le début du mois de septembre, on a eu un certain plafonnement. C'est à ce niveau-là qu'on était dans les dernières prévisions, mais on voit bien évidemment que les mesures de ces derniers jours vont sans doute accélérer encore ce processus, soit de plafonnement, soit même de réduction d'activité. Et on n'en mesure pas encore tout à fait, il faut bien le reconnaître, les effets sur l'ensemble des agrégats macroéconomiques. Alors, dans ce contexte-là, peut-être une manière de l'illustrer, et c'est assez proche de la situation belge est ici illustrée, mais fondamentalement, c'est assez proche de la situation des autres pays européens. On a une reprise qui était relativement rapide au moment du printemps, ensuite un mouvement de plafonnement, et puis un plateau de croissance qu'on estime plus ou moins régulier. Il faudra voir dans quelle mesure ça se confirme encore dans les faits, après ce que nous connaissons, qui devrait nous amener à la fin de l'horizon de projection, c'est-à-dire fin 2022, avec une croissance qui est encore en recul, en niveau, de 4% par rapport à ce qu'était le PIB fin 2019. C'est vous dire qu'on aura perdu 3 ans d'activité économique, dans le meilleur des cas, et même après 2022, on n'aura pas encore récupéré l'intégralité. Une autre manière de le voir, c'est l'illustration ici avec les chiffres de la dernière enquête du RMG, hein, le groupe qui avait été mis en place pour piloter cette crise au niveau économique. On a ici des enquêtes qui sont faites auprès des chefs d'entreprise pour leur demander quelle est l'attente que vous avez en termes de baisse de chiffre d'affaires. Et on voit bien que c'est l'encadré, que pendant les mois du confinement, on a eu une réduction d'activité qui était estimée quasiment à 1/3 de leur activité. Après le confinement, on a eu une situation améliorée très nettement, mais après qui plafonne, vous le voyez. La dernière estimation qui date de mi-septembre nous amène encore à une augmentation de cette réduction de chiffre d'affaires qu'on estimait à ce moment-là à 14%. Qui devra évidemment être beaucoup plus importante maintenant, même si on ne peut pas encore en mesurer les effets. Et quand on regarde vers l'avant, c'est-à-dire la partie droite du tableau, quand on demande aux chefs d'entreprise ce à quoi ils s'attendent pour le dernier trimestre et pour l'année 2021, on a des réductions d'activité qui, pour l'ensemble de l'économie, sont à 14% pour le dernier trimestre et pour l'ensemble de l'économie à 10%. Alors, 2 considérations. La première, c'est que ceci, c'est évidemment une vue générale. Ça dissimule évidemment une situation très hétérogène suivant les secteurs et les sous-secteurs, et particulièrement le secteur des services, et encore plus particulièrement ceux qui sont évidemment victimes des fermetures, sont évidemment directement impactés. On a des réductions d'activité jusqu'à 80%, 50% suivant les sous-secteurs. Et quand on se projette sur 2021, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire ici, on était au 22 septembre, c'est-à-dire avant l'intensification des mesures restrictives qui ont été prises dans le contexte des chiffres assez mauvais que nous avons au niveau des chiffres de contamination. On était encore à une estimation de baisse de chiffre d'affaires de 10% pour l'ensemble de l'économie, et ça devrait sans doute être une estimation plutôt haute par rapport à ce quoi on peut s'attendre. Nu, zoals reeds aangestipt in mijn inleiding, hebben de financiële sector en de overheid een paar initiatieven genomen om de liquiditeitsbehoeften van de zwaarst getroffen ondernemingen en gezinnen te helpen mitigeren. En de overheid heeft een paar rechtstreekse maatregelen genomen. Tijdelijke werkloosheid, uitstel van betaling voor belastingen. Federale en regionale instellingen hebben ook middelen vrijgemaakt voor de creatie of uitbreiding van staatswaarborg op bankaire bedrijfskredieten. Op hun beurt hebben financiële instellingen zich geëngageerd om de nodige flexibiliteit te tonen ten aanzien van zwaar getroffen bedrijven en gezinnen, met de creatie van moratoria, toekenning van moratoria. Moratoria die een groot succes hebben gekend. Voor de bedrijfskrediet stond de teller
eind september voor het aantal toegekende moratoria op 141.000 kredieten voor een globaal bedrag van 24 miljard. Dat is goed voor ongeveer 16-17% van het totaal stok van bedrijfslening en voornamelijk aan de hoge kant voor de KMO's. En vergelijkbare cijfers voor hypothecair krediet op eind september zijn 145.000 voor een globaal bedrag geaggregeerd van 15 miljard euro, ongeveer 4,5% van het aantal contracten, maar 6-7% van de bedragen, aangezien het gaat eigenlijk hier voornamelijk op jonge contracten met een hoger gemiddeld bedrag. Nu, de toezichthouder van financiële instellingen hebben ook in de ECB heel snel eigenlijk tijdens de crisis een paar beslissingen genomen. Bij de banken werd extra kapitaal vrijgemaakt met de boodschap om deze gebruikt kunnen worden voor de cruciaal financiële intermediatie. En als we eigenlijk de kredietverlening op die grafiek in de voorbije maanden even van dichterbij bekijken, zien we dat de bedrijven in maart en april een hoog beroep, dat is de rechterkant van die grafiek, een hoog beroep hebben gedaan op bankaire financiering. Met name door trekkingen van meestal grote bedrijven op bestaande lijnen. Sommige van die grote bedrijven financieren zichzelf daarna op de financiële markten, na herstel van die financiële markten. En lost natuurlijk het bankaire krediet opnieuw af, zodat de kredietgroei in netto-termen eigenlijk opnieuw terugviel. KMO's hebben natuurlijk deze mogelijkheid van financiering op financiële markten niet. En daar zien we duidelijk een tamelijk stabiel patroon van evolutie, ook in een context van neerwaartse bijsturing van financiering van hun investering. Maar globaal gezien zien we eerder een relatieve stabiliteit in die context. Een beetje in tegenstelling tot andere landen, bijvoorbeeld voornamelijk Duitsland en Frankrijk. We zitten eigenlijk eerder in de groep van Nederland met relatief stabiele patronen of zelfs negatief in sommige maanden. Ik kom later op terug. Nu, om de bankaire kredietverlening aan gezonde bedrijven die te kampen hadden met een liquiditeitsbehoefte te bevorderen, hebben onze overheden eigenlijk heel snel tijdens de crisis beslist om, zoals in veel andere landen, tot het opzetten van in casu eigenlijk soms uitbreiden van overheidsgarantie voor bedrijfslening. Op federaal niveau werd een nieuwe tijdelijk mechanisme uitgewerkt, gericht eigenlijk op de korte termijnlening voor tot en met eigenlijk 12 maanden. Een mechanisme die werd in de zomer verder uitgebreid voor krediet tot en met 3 jaar, met een heel flexibel patroon qua keuzemogelijkheid voor de banken en met eigenlijk een bredere scope van type van bedrijven die in aanmerking zouden kunnen komen om ervan te genieten. Nu moet eigenlijk toch erkend worden dat tot nu toe het gebruik van deze mechanismen blijft eigenlijk duidelijk onder de verwachtingen. Het zou eigenlijk toch interessant zijn tijdens de panelgesprekken om de voornaamste redenen ervan te kennen. Dat zal eigenlijk voor later zijn. Van onze kant zien we toch van de Nationale Bank een paar indicatoren. Vraag- en aanbodfactor hebben beide, denken we, een rol gespeeld. Aan de vraagzijde lijkt het erop dat veel bedrijven eigenlijk in de recente maanden hun investeringsplannen, dus de vraag naar krediet, hebben teruggeschroefd als gevolg van de crisis. Dat heeft eigenlijk duidelijk een neerwaarts patroon gegeven aan die evolutie van krediet. Dat is 1. 2, bij sommige banken, niet bij iedereen, maar bij sommige banken zien we duidelijk een strakker kredietbeleid. En die kan daarbij natuurlijk een versterkende rol spelen. Maar men kan eigenlijk hier zeker niet spreken van een veralgemeen fenomeen. 3, natuurlijk het groot succes van moratoria. Die bij de bedrijfsregeling die suggereert ook natuurlijk dat de tijdelijke opschorting van een belangrijk kanaal is, van betaling, een belangrijk kanaal is geweest om de liquiditeitsbehoeften in te dekken. Zodanig en waardoor minder behoeften waren eigenlijk voor de betrokken KMO natuurlijk aan een vraag naar bijkomende liquiditeitskredieten tot nu toe. Natuurlijk, de vraag zal moeten toenemen wanneer het moratorium zullen aflopen. Dat is eigenlijk een van de kernelementen van dit beleid. Nu, kredietverlening eigenlijk is zeker niet zonder risico voor de banken, zeker in hoogst onzekere economische tijd zoals nu. En het is daarom niet verwonderlijk dat de meeste Europese landen, inclusief België, eigenlijk een systeem van staatsspaarborgen hebben opgesteld en ingevoerd. Maar natuurlijk, deze systeem vergoedt natuurlijk een deel, soms een omvangrijke deel, maar een deel van de verliezen op nieuwe kredieten die worden toegekend. Dus een verdeling tussen de overheid en de kredietverstrekker. Daarbovenop hebben die waarborg eigenlijk enkel betrekking op de nieuwe lening en niet op de stok.
En dus vandaar dat het stijging van het bedrijfsfaillissement en die toename van die werkloosheidsgraad, die daarmee gepaard gaat. We zien een duidelijke correlatie tussen die twee fenomenen. Die kunnen natuurlijk op termijn voor aanzienlijk kredietverliezen zorgen in de Belgische banksector. Nu, voorlopig valt het tot mee. We zien dat het aandeel probleemlening, u ziet dat eigenlijk op de linkse zijde van die grafiek, dat zijn leningen eigenlijk die een betalingsachterstand kennen, of die wellicht niet eigenlijk volledig nu zullen worden terugbetaald, blijft relatief stabiel, op ongeveer 2% in netto termen voor beide blootstelling, dus aan onderneming en gezinnen. En de rechtergrafiek die toont eigenlijk, om u een idee te geven van een samenstelling van die lening aan de Belgische residenten. Die lening maken aan Belgische gezinnen, die maken iets meer de helft uit eigenlijk van die stok, met ongeveer 52 miljard. 200 miljard hypothecair krediet, een beetje meer, 50 miljard consumentenkrediet. En daarnaast is er ook een groot portefeuille bedrijfskrediet, ongeveer 150 miljard. En deze bevat natuurlijk ook kredieten aan de sector die het meest gevoelig zijn voor de coronacrisis en de gevolgen van de coronacrisis. Natuurlijk, sommige van die blootstellingen relatief groot zijn in de portefeuille van de bedrijfskrediet van de banken, bijvoorbeeld ten aanzien van de bouwsector, de handelssector. Voor de andere sectoren die het meest getroffen zijn, en ik spreek voornamelijk van horeca en de entertainmentsector, de evenementen, daar zien we uiteenlopende cijfers, maar globaal gezien een relatief beperkt kredietbedrag, een relatief beperkt kredietpercentage ten opzichte van hun relatief gewicht in BBP. Maar waar we wel een toename vaststellen, en dat is eigenlijk hier niet afgebeeld, dat is het aandeel lening die een probleem van herstructurerende maatregelen kennen. En dus de toekenning van zo'n herstructurerende maatregelen en ook van de moratoria die daar bovenop komt, die zorgt natuurlijk precies juist voor dat het tot nu toe het aandeel probleemlening eigenlijk relatief en voorlopig aan de lage kant staat en blijft. Nu, wanneer die maatregelen ter ondersteuning van die huishoudens en bedrijven zullen aflopen, natuurlijk zullen de kredietverliezen zich materialiseren. Ook afhankelijk natuurlijk van hoe op dat ogenblik de corona-epidemie en de economische vooruitzichten verder zullen evolueren. Maar dat is duidelijk een hele zorgpunt voor de hele sector. En daarom hebben de bank eigenlijk in de eerste 6 maanden van het jaar aanzienlijk extra voorziening geboekt voor deze verwachte verliezen. Dat die zwaar gewogen hebben op hun resultaat van de eerste jaar. En dat is eigenlijk de slide hier, die toont eigenlijk aan de linkse kant de PNL, en de geaggregeerde PNL van de Belgische banksector voor de eerste 6 maanden, vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. En dan hebt u eigenlijk de volledige jaar 18 en 19. En u ziet eigenlijk dat in de eerste helft van het jaar heeft de sector, de bottomline, dus een netto winst geboekt van 1 miljard. Dat is ongeveer een derde van de cijfers geboekt voor de eerste helft van 19. Nu, als gevolg hiervan daalt natuurlijk, en dat is de rechterkant, het rendement op eigen vermogen van onze banken tot ongeveer 2,8%. Duidelijk lager dan de cijfers voor de eerste 6 maanden van 19, 8,5%. En ook lager dan het gemiddeld niveau van de laatste 10 jaar, 7,3%. Maar dat blijft toch positief. In tegenstelling bijvoorbeeld tot de vorige financiële crisis. Nu, die lagere winsten die waren eigenlijk, zoals gezegd, voornamelijk te wijten aan die bijkomende voorziening. Voor een globaal bedrag, dus aangelegd voor een globaal bedrag van 2 miljard. 4 maal hoger dan in 19. En wanneer men onze bankier ondervragen, dus dat zullen misschien die elementen een bevestiging krijgen tijdens de panelgesprek, verwachten de bankiers dat die bedrag nog wat zal toenemen voor het volle jaar 2020. Het effectief niveau is natuurlijk relatief onzeker, omdat die natuurlijk zal afhankelijk zijn van de ernst en de duur van de recessies en ook van de kwaliteit en de snelheid van het daaropvolgende herstel. Daarnaast, en u ziet dat eigenlijk op die slide ook, wogen de verliezen op financiële instrumenten op resultaat. Het zijn mindere mate, ook dankzij het herstellen van de markten vanaf de lente en voornamelijk eigenlijk tijdens de zomer. Ja. Het netto-renteresultaat, een belangrijk bestanddeel van de rentabiliteit van onze bank, die blijft eigenlijk relatief stabiel, ondanks de vlakheid en de laag niveau van de curve, en dankzij een volume-effect, enerzijds, maar ook het effect van monetair beleid. Dus daar zien we de voordelige financiering toegekend door de ECB
voor relatief lange termijn, wat ongebruikelijk is voor monetair beleid, tegen heel positieve cijfers, ik bedoel voordelige cijfers, maar negatieve rente, heeft eigenlijk ook bijgedragen tot die stabiliteit van de netto-renteresultaat. En dus globaal gezien, we hebben tot nu toe eigenlijk een nog positief, voorlopig althans, P&L voor onze banken, duidelijk natuurlijk een rendabiliteit die duidelijk onder druk is ten gevolge van die crisis. En die druk op de winstgevendheid vanwege de huidige crisis komt bovenop natuurlijk een paar belangrijke uitdagingen die reeds natuurlijk bestonden voor de crisis en die zullen natuurlijk overblijven na de crisis. Zo blijft bijvoorbeeld de aanhoudende lage renteomgeving een belangrijke uitdaging voor de rentabiliteit van de sector. Banken, maar ook verzekeraars, ik kom later op terug. Banken halen eigenlijk een groot deel van hun inkomsten uit een herinvestering van deposito's in langlopende activa, zoals leningen en obligaties. En het verschil tussen de rente die zij ontvangen op die activa en de rente die zij betalen op de deposito's, die vormt eigenlijk de netto-rentemarge. En de lage renteomgeving zorgt ervoor precies dat die rentemarge onder druk komt te staan, omdat die ontvangen rente op hypothecaire lening of bedrijfskrediet, obligaties blijft dalen, terwijl de betaalde rente op de deposito's en andere financieringsinstrument die minder snel daalt of zelf een ondergrens heeft bereikt. Dat is duidelijk het geval voor de gereglementeerde deposito's met de helft basispunten. Maar ook, we zien dat voor commerciële redenen, tot nu toe althans, een commerciële ondergrens van 0% is behandeld eigenlijk door veel banken. Weliswaar zien we eigenlijk in de laatste weken en dagen de poging van sommige banken om dat eigenlijk in negatieve termen te laten evolueren. We stellen dat ook vast, dat is natuurlijk altijd in de laatste maanden het geval geweest van die aanrekenen van negatieve rente voor heel grote deposito's van niet-financiële bedrijven. Maar we zien dat ook evolueren nu bij sommige banken, dat is eigenlijk alleen maar het begin van de fenomeen, om ook voor grote deposito's van particulieren. Precies in een poging om die druk op de rentemarge te verlagen. Dat is één element. Twee is ook de structurele uitdaging die verband houdt met de kostenstructuur van onze banken en de duurzaamheid van het businessmodel. En ik kan u zeggen dat binnen de bestuurkamers van onze financiële instelling breekt men zich ongetwijfeld het hoofd over de vraag hoe een instelling eigenlijk best tegemoetkomen aan die toenemende digitalisering, maar ook waar opportuniteiten zijn voor nieuwe, meer gediversifieerde inkomstenbronnen. En het lijkt erop, en u ziet dat eigenlijk op die rechtse grafiek, dat met name kleine banken die een traditionele businessmodel kennen, toegespitst op bepaalde traditionele markten, typisch deposito's, retail en activiteit op de activa-zijde voor bedrijfskrediet aan KMO's en zelfstandigen of hypothecair krediet, zwaarder getroffen zijn door zowel de lage renteomgeving als de hoge concurrentie op sommige markten. Misschien zijn grotere instellingen ook beter in staat om schaalvoordelen te behalen, zeker wat digitalisering betreft, om hun kostenefficiëntie te verbeteren. U ziet dat eigenlijk op die grafiek. En de 4 grootste banken, dat is hier, hebben altijd of de laatste jaren een aanzienlijk lagere kosten-income-ratio en tegelijkertijd een gemiddeld beduidend hoger niveau van de return on equity, dus rendabiliteit op eigen vermogen. En dus de uitdaging of de aanpassingsmoeilijkheden zijn misschien uitgesprokener voor kleine banken. Alors, on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. L'effet de taille ne joue pas à tous les niveaux. On n'a absolument, en tout cas dans nos études et celles qu'on a pu lire, aucune preuve qu'une banque de très très grande taille atteint encore une capacité d'avoir une performance supplémentaire si elle augmente sa taille par fusion-acquisition en devenant méga grande. Ça, on n'arrive pas à le prouver. Honnêtement, certains voudraient bien, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à le voir. On voit beaucoup les risques qui sont liés à ça, mais moins les avantages. Par contre, en dessous d'un certain niveau, c'est clair qu'il y a un effet d'échelle qui peut jouer, et certainement depuis une dizaine d'années, à mesure que les exigences de réglementation sont arrivées, le coût de la structure a un certain impact en matière d'anti-blanchiment, en matière de compliance, en matière de gestion des risques. Tout ça, il faut pouvoir le couvrir, tout en assurant quand même un minimum de rentabilité pour faire face aux défis de demain, notamment en matière de digitalisation. Et là, visiblement, il y a un certain effet de taille qui peut jouer à un certain niveau. Nu, gelet op een sterke kapitaalspositie zijn de meeste Belgische banken relatief goed gewapend om de vele uitdagingen die zich vandaag stellen tijdig aan te pakken. U ziet dat eigenlijk op die linkse grafiek. Sinds de financiële crisis hebben onze kredietinstellingen grote kapitaalbuffers opgebouwd. Kapitaalbuffers die kunnen gebruikt worden om de kredietverliezen op te vangen.
En ook de kredietverlening aan de reële economie te blijven verzekeren. Nu, zoals u kan zien, eigenlijk op die tabel, bedroeg de kernkapitaalratio, de CET1, Core Equity Tier 1, van onze banken ongeveer 16% aan het einde van juni 2020. Wat dus hoger is dan wat de toestand was 6 maanden vroeger, eigenlijk eind 19 met 15,6, ook in een context natuurlijk van die aanbeveling om geen dividend uit te keren. En deze ratio van de Core Equity Tier 1, die verhoudt eigenlijk de eigen vermogen van de banken tot de zogenaamde risicogewogen activa. Dus de totale activa van een bank waarop een specifieke risicofactor is toegepast in functie van de risicograad van die expositie in dit geval. En de toezichthouder eist, dat is Core Equity Tier 1, groter is dan een bepaald vereiste. Et quand on regarde la partie droite du tableau, on voit qu'en fait nos banques ont aujourd'hui près de 80 milliards de fonds propres globalement, 60 qui correspondent aux exigences de fonds propres, qu'il faut couvrir parce que ça correspond aux exigences fixées par les accords de Bâle, traduits en droit européen et puis en droit belge, et puis 20 milliards, 19 milliards de fonds propres libres au-dessus de ces exigences de fonds propres dont elles peuvent disposer librement et qui sont un coussin de protection pour faire face à des chocs comme nous les vivons maintenant. Je vais revenir là-dessus parce qu'évidemment, une des questions cruciales, ce sera de savoir si, en cas de matérialisation des pertes, les banques seront en mesure et souhaiteront, et c'est vrai chez nous comme ailleurs, utiliser ces buffers et faire face à une capacité d'absorption tout en évitant de réduire par trop la taille de leur bilan et d'essayer de maintenir coûte que coûte leur niveau de solvabilité. Mais on va revenir là-dessus. Op vlak van liquiditeit beschikken onze banken vandaag over voldoende buffers, dat is heel duidelijk. De liquiditeitspositie van de sector is het afgelopen halfjaar fors verbeterd. Natuurlijk in een context van accommoderend koers van monetair beleid. Om de negatieve gevolgen van die COVID-19 in te dijken, verschaft de ECB extra kapitaal, extra liquiditeit tegen heel gunstige rente. Met de zogenaamde TLTRO, Targeted Long-Term Refinancing Operation. Eigenlijk relatief lange termijn krediet toegekend aan onze banken. En onze banken hebben in grote mate gebruik gemaakt van die faciliteit, zoals u kan zien eigenlijk op de linkergrafiek. Dat geeft eigenlijk die forse opstoot is eigenlijk een weerspiegeling ervan. Nu, die extra liquiditeit werd tot nu toe door onze banken vooral gebruikt om hun buffer van liquide middelen te vergroten. En hierdoor is de zogenaamde liquiditeitsdekkingsratio fors gestegen. U ziet dat eigenlijk op de rechtergrafiek. Die liquiditeitsdekkingsratio, de LCR in Engels, Liquidity Coverage Ratio, dat is een geharmoniseerde maatstaf van liquiditeit. Die is de verhouding tussen de buffer van liquide middelen die een bank ter beschikking heeft en een gesimuleerde uitstroom van netto-financiering tijdens een bepaald aantal dagen, 30 dagen in dit geval, in een stressscenario. En deze ratio dient ten alle tijden hoger zijn dan 100%. In onze sector, in de laatste jaren, sinds de creatie eigenlijk van die buffer, bedroeg eigenlijk de buffer 140%, tamelijk comfortabel. In de laatste 6 maanden is die gestegen naar onder 60%, wat een verklaring is dat onze banken eigenlijk heel liquide zijn en hun leningportefeuille zouden kunnen laten groeien zonder de minimumvereiste voor liquiditeitspositie in gevaar te brengen. Dus dat is een belangrijk element. Alors, qu'est-ce qu'il en est des assureurs? Vous voyez dans ce slide qui montre que la crise du Covid a posé, certainement au début de la crise, un double titre sur les assureurs. C'est ce qu'on a appelé le double hit. Le premier, c'était une valorisation à la baisse des marchés, augmentation des primes de risque, augmentation des spreads, chute des valorisations en conséquence, ce qui a joué évidemment à l'actif du bilan. Dans le même temps, la politique monétaire répondait avec des taux bas qui ont une influence sur l'ensemble de la courbe. Or, ces taux sont utilisés pour actualiser les provisions techniques, c'est-à-dire les engagements futurs des assureurs, et donc qui ont valorisé à la hausse ces engagements. Et donc, une diminution de l'actif et une augmentation du passif ont évidemment réduit les fonds propres. Depuis lors, on a vu un certain redressement des marchés, ce qui a évidemment soulagé l'actif du bilan. Globalement, on peut le voir, vous voyez à la droite de ce tableau, on a eu dès lors une augmentation des actifs depuis lors, mais dans une proportion moindre que l'augmentation des passifs, dans la mesure où les taux restent évidemment bas sur des durées très longues, et c'est particulièrement vrai sur ceux des assureurs qui ont des engagements très longs. Ce qui veut dire que, et c'est la conséquence est à gauche, notamment sur la partie qui est en rouge, on voit que ça a eu un impact à la baisse sur ce qu'on appelle le SCR, le Solvency Coverage Ratio, qui en fait est le taux de couverture des fonds propres par les exigences de fonds propres définies par la directive de Solvency II. Alors, globalement,
nos assureurs ont attaqué l'année 2020 avec un niveau de solvabilité très bon. On était à plus de 2 fois les exigences de fonds propres, 203, 204%. Aujourd'hui, on est proche de 182, 183%. Globalement, ça reste très confortable. Cela dit, on voit malgré tout qu'il y a des situations assez hétérogènes suivant les entreprises et que c'est certainement beaucoup plus dur pour des entreprises souvent de petite taille, essentiellement pour des problèmes de structure, qui sont centrées sur l'activité de vie, 2e et 3e pilier, et qui ont peu de possibilités de diversification. Donc ça, c'est un sujet. On voit là des taux de solvabilité qui sont un peu plus faibles, en tout cas par rapport à ces chiffres moyens. Nu, voor de winstgevendheid van de verzekeringssector tijdens de COVID-crisis beschikken we jammer genoeg in de prudentiële rapportering niet over de volledige cijfers. En dat is normaal. Solvency 2 is eigenlijk solvabiliteitsgericht, niet PNL-gericht. En dus de indicator tot 2019 die suggereren wel dat de verzekeraar met een goede startpositie deze uitdaging zijn aangegaan. U ziet dat eigenlijk op die grafiek, linkse kant. Maar, en dat zal natuurlijk nuttig zijn om misschien Hilde Vernaaien te polsen over de consequentie, de gevolgen eigenlijk van die COVID-crisis tot nu toe voor de PNL van de verzekeraar. Onze analyse is dat de winst- en verliesrekening van de verzekeringssector die zal eigenlijk door de COVID-crisis beïnvloed worden door verschillende manieren. Enerzijds voor de niet-levenactiviteit zien we duidelijk in een paar branches die konden profiteren eigenlijk van de vermindering van die schadegevallen, dus veroorzaakt door sociale afstandsmaatregelen. En zo waren tijdens de lockdown minder arbeidsongevallen, minder verkeersongevallen, dus positief voor de BA-auto, voor alle risico's-auto en voor de arbeidsongevalverzekering. Maar in andere branches, u ziet eigenlijk toch een toename van de schadeclaims, voornamelijk voor de verzekering voor de inkomstenverlies. Nu, wanneer men kijkt naar de premies, die vielen eigenlijk in een paar branches al toch sterk terug door de crisis. Voornamelijk in de reisbijstandverzekering, een toch problematisch sector vandaag. En de kredietverzekering, die heeft eigenlijk van een staatswaarborgsysteem eigenlijk geniet. Nu, een groot aantal bedrijfsfaillissement zou natuurlijk ook kunnen leiden tot een verdere daling van die verzekeringsactiviteit met bedrijven en de B2B. En natuurlijk op de inkomsten van een verzekeraar kunnen wegen. Voor de levenactiviteit, daar is het relatief onduidelijk of de impact van de crisis en de vertraging op de vraag van nieuwe tak 21 en 23 product slechts gedeeltelijk of volledig gecompenseerd wordt door de grotere spaarneiging macro-economisch van de huishoudens sinds het uitbreken van de crisis, die ook zijn weg gaat vinden naar meer vraag naar 21 en 23 product. Dat is relatief onduidelijk tot nu toe. Nu voor de bestaande contracten. Daar is de voornaamste aandachtspunt voor ons voor de rentabiliteit, de evolutie van het rendement van beleggingsportefeuille en de vraag of die rendement zal volstaan om tegemoet te komen aan de gegarandeerd rendement op de bestaande contract, voornamelijk natuurlijk in tak 21. En daar zien we tot nu toe valt het nog mee. We zien hier op de rechtse grafiek een parallel verloop tussen het rendement op de beleggingsportefeuille enerzijds en het gemiddelde gewaarborgd rendement op de bestaande contracten. Wat een weerspiegeling is van een goede ALM-beheer van onze verzekeraar. De duration gap is eigenlijk verkleind geweest. Soms, geef ik toe, onder druk van de toezichthouder bij sommigen, door afkoopprogramma van bestaande contracten of transfer van portefeuille. Maar dat valt eigenlijk nog mee en dat creëert eigenlijk voldoende ruimte voor onze verzekeraar om toch zich aan te passen aan de huidige marktomstandigheden en ook hun productaanbod bij te sturen. Nu, wat we ook zien, et ça c'est évidemment un élément plus problématique pour nous, c'est en matière de deuxième pilier. On voit dans ce domaine, vous savez que le second pilier est fortement influencé par la loi sur les pensions complémentaires, qui prévoit un rendement minimum que doit garantir les allocations à la fois de l'employeur et du personnel sur les montants qui sont versés. Alors c'est un engagement de l'employeur, mais qui, dans beaucoup de contrats, pas tous, notamment en prestations définies, est repris par l'assureur. Et on l'a constaté dans beaucoup de contrats historiques. Or, ça veut dire que l'assureur prend déjà sur lui l'engagement d'une couverture complète au bas. Et pour des assureurs qui sont moins diversifiés que d'autres, évidemment, ça peut être un problème. Surtout quand le poids de ces contrats est relativement important. Donc ça, c'est un élément d'attention pour nous. Nu, precies om die geleidelijke verdere erosie van die beleggingsrendement tegen te gaan, zien we toch bij onze verzekeraar een geleidelijk verschuiving in de beleggingsportefeuille van de traditionele activa van bedrijfs- overheidsobligatie
naar meer hypothecair krediet en meer commerciële vastgoed. Dat is meer uitgesproken bij sommigen dan bij anderen. Maar waarom is dat? Om search for yield natuurlijk. Deze activa hebben een hoog rendement, maar zijn natuurlijk minder liquide. En die stellen natuurlijk de verzekeraar ook vast, meer en meer bloot, aan de ontwikkeling op de Belgische vastgoedmarkt. We staan eigenlijk op dat niveau, samen met Nederland, binnen Europa als een mogelijk outlier. Zeker ten opzichte van andere Zuidlanden, waar eigenlijk die gedeelte relatief klein is. Nu precies, wat waren de gevolgen tot nu toe van de COVID-crisis voor de Belgische vastgoedmarkt? Dat is ook een aandachtspunt voor ons als Nationale Bank. Nu, als we kijken naar de ontwikkeling op de residentiële vastgoed, bekijken, zien we dat er een combinatie van crisisgerelateerd element, dus COVID-crisisgerelateerd element, en andere factoren een rol hebben gespeeld. Ik ga eventjes drinken, sorry. Dank u wel. Als men kijkt naar het aantal vastgoedtransacties, die zijn, u ziet dat eigenlijk op de linkse grafiek, duidelijk gedaald in de eerste helft van het jaar. Vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar was dat eigenlijk een daling van ongeveer een kwart. Dat is toch aanzienlijk. Nu, in grote mate weerspiegelt dat niet alleen maar de crisis, maar ook, en zeker in Vlaanderen, de anticipatie van de afschaffing van de woonbonus. Die heeft gezorgd voor een opstoot van transacties eind 2019 en natuurlijk een daling communicerende vaten in 2020. Daarnaast was het natuurlijk ook de impact van de tijdelijke lockdown-maatregelen. Wat voor die maatregelen kon tijdens zeker de maanden maart en april vastgoedmakelaars eigenlijk zeker ook tot midden mei eigenlijk geen plaatsbezoek organiseren. En dat heeft een neerwaartse impact gehad op de transacties. Sinds juni stellen de notaris vast, volgens de cijfers van de notaris, opnieuw een toename van het aantal transacties, een duidelijke inhaalbeweging. In welke maat gaat die neerwaarts beïnvloed worden door de huidige versterkende maatregelen die werden genomen? We zullen zien. Maar die inhaalbeweging was duidelijk te zien tot en met eind september. Alors, qu'est-ce qu'on observe à droite en matière de prix de l'immobilier? Là, il n'y a pas eu de correction du tout jusqu'à présent. Si on essaie de se situer dans le passé, entre 2017 et 2019, on a eu des augmentations de prix moyennes de 3,7% en termes nominaux, c'est-à-dire pas loin de 2% en termes réels. Et sur les 6 premiers mois de l'année, on a une augmentation des prix de 5,2% et de 4,4% en termes réels. Alors bien sûr, avec des différences, quelquefois entre type de biens évidemment et type de région, mais fondamentalement c'est une augmentation forte. Et donc on n'a pas de correction du tout dans ce domaine. C'est d'ailleurs la raison qui avait amené la Banque nationale, depuis déjà pas mal de temps, à prendre des mesures macroprudentielles visant à amener les banques à augmenter leurs exigences de fonds propres, précisément pour ce type d'exposition. Alors, il faut savoir que ce n'est pas que les banques soient imprudentes, c'est simplement que les banques, quand elles calculent leurs exigences de fonds propres sur ce type d'exposition, elles utilisent des modèles internes, c'est-à-dire leurs propres données, qui sont généralement bien faites, mais qui sont basées sur un passé qui, en Belgique, heureusement d'ailleurs, n'a pas connu de crise immobilière, quasiment depuis l'après-guerre. Donc ces exigences étaient assez faibles. Les mesures qui ont été prises par la banque en 2013, renouvelées, puis en 2017, fondamentalement reviennent à quasiment doubler les exigences de fonds propres. On verra l'avenir de ces buffers en cas de matérialisation des pertes, mais c'est un élément important. Est-ce que ça a suffi pour corriger une certaine imprudence qu'on avait vue dans les nouveaux prêts hypothécaires? Pas vraiment. C'est ce qui nous avait amené il y a 2 ans à prendre d'autres types de mesures, notamment axées sur ce qu'on appelle des loan to value, c'est-à-dire le rapport qu'il y avait entre la valeur, le montant d'un prêt et la valeur du bien que ce prêt sert à financer. On demande aux banques d'être un peu plus prudentes dans l'octroi de loan to value, de crédit avec des loan to value extrêmement généreuses. Et on le voit ici, on avait, par exemple, pour des loan to value qui dépassaient 90 ou 100% du bien, des pourcentages qui pouvaient aller jusqu'à, pour 90%, jusqu'à plus de 40% de nouveaux crédits, ce qui était relativement conséquent. Et donc, on avait fixé des limites qui étaient des limites indicatives. La banque avait la possibilité de pouvoir les dépasser, pour autant qu'elle nous expliquait comment elle couvrait ses risques avec ça. Différentes, suivant qu'il s'agissait de personnes dont c'était la première acquisition, ce qu'on appelle les first-time buyers sur la gauche, ou encore des personnes qui sont des acquéreurs pour un logement à titre personnel, et puis, crédit plus risqué, des personnes qui achètent un bien à des fins de relocation et qui s'endettent pour ça. Ce qui est évidemment un crédit a priori plus risqué, pour lequel nos limites étaient plus strictes. Alors, ce qu'on observe, c'est que depuis les 6 premiers mois de l'année, on voit que globalement, les banques ont été plus prudentes dans l'octroi de ces crédits. C'est clair pour les quotités de loan to value, pas encore tout à fait pour le buy to let, c'est-à-dire le crédit à des fins de relocation.
c'est aussi très différent du manque à l'autre, mais fondamentalement, ça va dans la bonne direction. Aussi pour les maturités. On voit que des maturités de 25 ans ou plus étaient devenues presque la norme. À un moment donné, ça s'est réduit assez nettement. Et c'est assez heureux. Maintenant, est-ce que ça suffit pour limiter l'augmentation des prix? Visiblement pas. Et donc là, on voit que ça reste fondamentalement un sujet d'interprétation et de préoccupation, pardon, parce qu'évidemment, c'est un sujet de correction potentielle. Nu, voorlopig, en daar moet ik zeker die boodschap geven, die hypothecaire markt in ons land, dat is een heel gezonde markt. En gekenmerkt door een relatief heel laag niveau van wanbetaling. De kredietkwaliteit van de Belgische hypothecaire lening blijft eigenlijk heel goed onder controle. En dus als we kijken eigenlijk naar het aandeel achterstallige hypotheekleningen, dus op de linkerkant van die grafiek, een belangrijke graadmeter van de toestand van het residentiële vastgoed, dat zien we eigenlijk tot dusver eigenlijk absoluut geen tekening van een correctie of dus van een verhoging van die wanbetaling. En zoals u ziet op de linkse grafiek hier. Nu, in welke mate is dat verrassend? Dat is natuurlijk niet zo, omdat de wanbetaling eigenlijk op hypothecaire leningen zo laag blijven, is natuurlijk ook het gevolg van het toekennen van moratoria. En initieel liep die betalingsuitstel tot het eind van deze maand. Ondertussen kunnen kredietnemers die nog altijd voldoen natuurlijk aan de criteria om die te krijgen, betalingsuitstel aanvragen tot en met het einde van het jaar. We zullen zien hoe gaat dat evolueren. En op de rechtse grafiek ziet u, ik heb dat al gezegd in het begin van deze introductie, maar dat het momenteel gaat eigenlijk over 145.000 contracten. En in onze kredietcentraal, dat is ongeveer goed voor 4,5% van het aantal contracten. Het is natuurlijk de vraag van hoe die betalingsgraad gaat evolueren wanneer die betalingsuitstel gaat aflopen. En veel gaat afhangen van de economische toestand op dat moment, van de evolutie van de werkloosheidsgraad. We zien een duidelijk parallel verloop tussen de twee curven. En het is natuurlijk niet uitgesloten dat het aandeel achterstallige hypothecaire lening gaat toenemen op dat moment. En dus dat de bank eigenlijk zullen zich geconfronteerd wordt met grote kredietverliezen. Op dat ogenblik zou eigenlijk de Nationale Bank kunnen ingrijpen door die extra kapitaalbuffer die worden opgelegd aan onze bank, dus macroprudentieel precies op die blootstelling, om die buffer vrij te geven, zodat banken eigenlijk die kunnen gebruiken om die verliezen op te vangen zonder de financiële stabiliteit in het gedrang te brengen. Nu, dat is voor residentiële vastgoed. Nu, vooraleer dat we nu gaan kijken naar de laatste ontwikkeling op de markt van commerciële vastgoed, is toch van belang te benadrukken dat die markt veel heterogener is dan de residentiële vastgoedmarkt. In de zin dat wordt gedomineerd voornamelijk door professionele investeerders. Het start natuurlijk met gereglementeerde vastgoedondernemingen, vastgoedvernootschappen, beursgenoteerd. Maar ook door institutionele investeerders, verzekeraars. Sommigen zijn eigenlijk al lang heel actief in die markt, en ook pensioenfonds. En op die markt is het aandeel van buitenlandse marktparticipanten ook aanzienlijk. Nu, we zien dat de gevolgen van de COVID-19-crisis voor het commerciële vastgoed, die zullen zeker niet beperken tot de moeilijkheden die sommige huurders ondervinden vandaag, en die van horeca-vastgoed of van ander vastgoed ondervinden vandaag om een huur te betalen tijdens die sluiting, de verplichte sluiting, dat is evident. Maar meer globaal, maar op macrovlak, zie je dat commerciële vastgoed is eigenlijk een heel conjunctuurgevoelig sector. En dus... En dat gaat eigenlijk zeker dat die element gepaard gaat met een heel hoog aantal bedrijfsfaillissementen. Bovendien spelen natuurlijk ook structurele factoren. Het is duidelijk dat recente ervaring met telewerk, met e-commerce, zullen leiden tot een paar structurele veranderingen die al aanwezig waren voor de crisis, maar die een beetje in versnellingsmode zijn vandaag. In de markt voor kantoor- en winkelvastgoed. Dat is een belangrijk element. Qua waardering en qua evolutie van de waardering. Andere subsegmenten van die vastgoedmarkt, zoals de logistiek, die blijven duidelijk, of die zouden eigenlijk versterkt uit die crisis kunnen komen. Zeker in de context van de stijging van de e-commerce. Nu, wanneer men kijkt naar de evolutie op de linkerkant van het koersverloop van de beursgenoteerde vastgoed, die geeft eigenlijk toch een eerste aanwijzing van de marktverwachting van commerciële vastgoed. En we zien dat die evolutie van die beursrendement toch heeft een forse daling gekend vanaf maart.
Sindsdien is een herstel opgetreden, tot en met het niveau van 1,19, maar de index blijft duidelijk onder de niveau gekend eigenlijk in het begin van het jaar. En wanneer men kijkt, en dat is het middenbeeld hier van de beeld tussen subsectoren, daar zien we duidelijk dat kantoor en vooral winkelvastgoed, die kennen nog altijd een waardedaling. Terwijl de beursrendement voor logistiek, die blijft duidelijk opwaarts gericht. Dat is heel duidelijk hier. De grafiek rechts die toont dat de investeringen 2020 voorlopig althans goede stand hebben gehouden. Het volume van de investeringstransacties die kwamen eigenlijk voor de eerste 3 kwartalen op een pijl van 3,3 miljard. Heel gelijkaardig aan wat 18 en 19 waren, bij de topjaren eigenlijk voor die commerciële vastgoed. En wanneer men vastgoedmakelaars ondervragen op basis van transactiepijplijn, wat eigenlijk de volume van transacties zou kunnen zijn voor 2020, geven ze eigenlijk globaal gemiddeld een beeld van 4 miljard. Tamelijk aan de hoge kant, zeker ten opzichte van de laatste 5 jaar. Dat gezegd zijnde, moet ook een kanttekening worden gemaakt in de zin dat die investeringsvolume wordt dit jaar eigenlijk ook beïnvloed geweest door één enkele transactie, de verkoop van Financitor voor meer dan 1 miljard en kwart aan een Zuid-Koreaans investeringconcern, heeft dat natuurlijk ook die cijfers duidelijk opwaarts beïnvloed. Maar globaal gezien is dat eigenlijk toch aan de hoge kant. Et puis, il y a les risques climatiques. Alors, ce sont des risques qui impacteront l'ensemble de l'économie et de la société, mais aussi le secteur financier. Il y avait la semaine dernière un séminaire organisé par la Banque de recherche précisément économique et financière sur les conséquences de la crise climatique sur le secteur financier. C'était assez intéressant. Et pour nous résumer, ça mériterait d'y passer plus de temps, mais on a peu le temps aujourd'hui, on peut dire que globalement, il y a 2 types de risques qu'on doit adresser. Le premier, c'est le risque physique, c'est-à-dire la matérialisation d'événements catastrophiques d'intensité plus forte et de fréquence plus importante, que ce soit en glissement de terrain, inondations, tempêtes, feux de forêt, induits par ce réchauffement climatique, et qui vont évidemment impacter ceux qui les assurent ou qui les réassurent. Ce qu'on leur demande là-dedans, c'est d'avoir une vision la plus fine possible, des évolutions possibles, des scénarios possibles en termes à la fois d'impact et de fréquence. Avec, d'une part, une difficulté pour les assureurs et les réassureurs de faire ce travail, mais aussi, ceux-ci vont évidemment, inévitablement, en tout cas certains d'entre eux, s'adapter. Et ça, c'est l'autre aspect qui nous intéresse, c'est la conséquence macroéconomique de ça. C'est ce qu'on appelle le protection gap, qui est la différence entre les dégâts pour une économie et les dégâts assurés. Et là, évidemment, c'est un élément qui est aussi d'importance parce qu'il a une importance macroéconomique relativement conséquente. Ça, c'est le premier volet sur lequel on travaille beaucoup et on demande aux assureurs de le faire également. Le deuxième volet, c'est le risque de transition, c'est-à-dire toutes les mesures qui devront être prises pour assurer cette transition climatique et qui, en l'espèce, prendront la forme de différentes mesures susceptibles d'impacter ceux qui sont aujourd'hui responsables de ces émissions de CO2, avec une grande difficulté, parce qu'on demande évidemment à nos banques et à nos assureurs de regarder ça de très près, mais il faut reconnaître que ce n'est pas une tâche facile, parce qu'il y a là-dedans ce qu'on appelle au niveau international, notamment au niveau du NGFS, qui est un groupe de superviseurs qui adresse ça au niveau mondial, on en fait partie assez activement, de lack of treaties, c'est-à-dire lack of definition, lack of data, lack of disclosure. Pas de définition. Il y a aujourd'hui, heureusement, la Commission européenne travaille à une vraie taxonomie, une vraie typologie, mais fondamentalement, c'est vraiment le début. Donc, même sur le concept, on a un problème. Sur les données, on voit que dans certains cas, on arrive à comprendre ce qu'est une empreinte possible. Dans certains secteurs, c'est beaucoup plus compliqué et de manière plus hétérogène. Et puis, lack of disclosure, dans la mesure où certains acceptent de dévoiler cette information, s'y sont engagés, d'autres beaucoup moins. Même si on voit que, et c'était une des recherches qui était assez intéressante la semaine dernière, qu'ils ont tendance à être un peu plus sanctionnés par le marché, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais évidemment pour ça, il faut qu'ils soient cotés, ou qu'ils fassent appel à un marché. Donc ces éléments sont difficiles, mais malgré tout, on demande à notre secteur d'avoir une vision là-dessus, d'appréhender ça dans leur politique de gestion des risques, dans leur politique d'appétit pour le risque, et de travailler par scénario, en identifiant les scénarios qui sont les plus susceptibles de se présenter, notamment, et j'en ai ici cité un exemple, c'est par exemple une exigence de normes d'efficacité énergétique des bâtiments, qui peut valoir pour la nouvelle construction, mais aussi pour le stock. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans un secteur bancaire qui a des expositions immobilières, y compris les prêts hypothécaires, c'est-à-dire avec un sous-jacent immobilier pour près de 25% de son bilan, et pour les assureurs, environ 10% de son bilan. Donc c'est quelque chose qu'on regarde de près.
Maintenant, il faut avoir accès aux données, ce qui n'est pas toujours facile. Deuxième élément, c'est par exemple une taxe sur l'énergie, qui aurait, évidemment, tout dépend de sa forme et ses modalités, mais un impact sur certains secteurs dont il faut pouvoir mesurer l'impact et le capturer dans les évolutions possibles de la structure de l'actif. Donc tout ça n'est pas facile, mais c'est un élément d'attention pour nous. Et puis, j'en terminerai par là, parce que j'ai bien le sentiment d'avoir été un peu long, et je m'en excuse. Quelques recommandations par rapport à ce que le superviseur peut faire pour essayer de faire en sorte que le secteur financier puisse jouer son rôle pendant cette crise. Et je dirais qu'il y a deux éléments. Le premier, c'est que très rapidement, au moment de la crise, contrairement à ce qui avait été fait au cours des années précédentes, on a relâché une série d'exigences de fonds propres. C'était exactement l'inverse qui a été fait au cours des années antérieures. On avait pris au niveau international, mais aussi au niveau belge, quelquefois sous l'impulsion internationale, différentes mesures pour renforcer les exigences de fonds propres. On l'a vu par exemple dans l'exigence de Bâle, avec les accords de Bâle 3, aussi au niveau macroprudentiel. Dès que la crise est arrivée, les autorités macroprudentielles, d'abord, avec une des exigences de fonds propres qui avait été demandée, c'était ce qu'on appelait le counter-cyclical buffer, c'est-à-dire ce buffer exigé parce que les montants des crédits commençaient à monter très fort, ce qu'on avait observé chez nous aussi, comme dans d'autres pays. On l'a tout de suite relâché, parce que le but n'était évidemment plus de contrer ça, mais surtout d'assurer la continuité du crédit. Au niveau de Bâle et puis de l'ECB, on a travaillé surtout à libérer certains buffers spécifiques sur les banques, micro-prudentiels, le Capital Conservation Buffer et certaines exigences du pilier 2, c'est-à-dire des risques spécifiques aux établissements, pour que, en cas de matérialisation des pertes, les banques puissent utiliser ces buffers et continuer à prêter à l'économie et ne pas essayer coûte que coûte de maintenir le niveau de solvabilité, quitte à réduire la taille de leur bilan et donc du crédit à l'économie, ce qui serait évidemment la pire des choses. Ce qu'on constate dans les faits, en tout cas, c'est moins vrai pour les banques belges pour l'instant parce qu'on n'a pas encore de matérialisation de pertes, mais fondamentalement, on le voit dans certains pays où ça s'est déjà produit, c'est une grande réticence des banques à utiliser ces buffers de fonds propres, même quand elles ont des buffers libres. Et il y a plusieurs raisons à ça qu'elles évoquent. La première, c'est la crainte de stigmatisation. C'est l'idée d'être stigmatisé par le marché parce qu'on est perçu comme plus faible, parce que notre niveau de solvabilité est plus faible. Le deuxième élément, c'est l'idée de dire, je relâche mes buffers aujourd'hui, très bien, mais vous allez me demander de les réaugmenter à l'avenir. Je n'ai pas une grande rentabilité, donc une capacité de générer du capital très rapide. Et en plus, je ne sais pas à quel horizon vous allez me le demander, ou en tout cas, pas de façon précise. Or, si on peut comprendre ça d'un point de vue microéconomique, d'un point de vue macroéconomique, c'est clair que si on connaît, et on va les connaître, les conséquences négatives de cette crise sur l'économie réelle, et qu'en plus, à ce moment-là, on a une crise du crédit, ça risque d'être extrêmement malheureux pour l'économie, avec des conséquences pour l'ensemble des secteurs, en ce compris pour les banques. Et donc, je pense qu'un dialogue, il devrait y avoir, renforcé, non seulement au niveau belge, mais aussi au niveau international, entre les superviseurs et les banques, mais également avec les régulateurs et sans doute les autorités de marché, parce qu'on constate que ce comportement est particulièrement présent parmi celles des banques qui sont cotées, notamment pour des questions d'accès au marché, pour faire en sorte d'utiliser effectivement et d'enlever cette stigmatisation liée à l'utilisation effective de ces buffers pour permettre le canal du crédit. Donc ça, c'est un élément qui me paraît important et qui, je crois, sera décisif dans les mois à venir si on veut qu'on arrive à passer cette crise correctement avec un secteur financier qui doit être un élément de la solution et pas du problème. Je vous remercie beaucoup. Dank u voor deze interessante overzicht van de situatie, meneer Hilgers. Toch momenteel relatief optimistisch, dat kunnen we zeggen? Nee, denk ik. On va poursuivre maintenant la discussion. We zullen het onderwerp verdiepen met onze panelisten. 1 heure, nous avons 1 heure devant nous et puis nous donnerons la parole à onze luisteraars gedurende 1 kwartier. Alors ma première question misschien aan Jan van Hove. Jan van Hove, u bent hoofdeconoom bij KBC Groep. Hè. Directeur Hilgers presenteert de groeiprognose van de Nationale Bank. Minder slecht dan verwacht een paar maanden geleden. We zien nu al een nieuwe vermindering van de consumentenvertrouwen, ook bij de bedrijven. Hè. Toekomst lijkt niet rooskleurig te zijn. Zelfs de tweede golf die we nu kennen bij de coronavirus, dus het begin van een klein economisch herstel van juli, september, niet in de kiem smoren. Dat is mijn eerste vraag. Wel, dat is inderdaad misschien de belangrijkste vraag vandaag de dag. Hè? Want als we eventjes kijken naar de conjunctuur, dan zien we heel duidelijk dat het derde kwartaal waarschijnlijk verrassend goed zal zijn. Zeker voor de Belgische economie.
En daarmee leek eigenlijk een beetje een V-achtig herstel ingezet in de Belgische economie, zoals we dat, als we mogen dromen, ook in China hebben gezien de afgelopen 2 kwartalen. Nu, het is duidelijk natuurlijk dat die tweede golf van de pandemie duidelijk roet in het eten strooit. En de verwachting is dat het 4e kwartaal opnieuw minder sterk zal zijn, tot eventueel zelfs een inkrimping van de economie zal veroorzaken. Om eventjes in de terminologie van de letters te duiken, die bij het begin van de pandemie heel populair waren. Een V-achtig herstel, een V, dat is dood, dat scenario is volledig van de tafel. Je zou zelfs kunnen zeggen, een U-herstel wordt zeer onwaarschijnlijk, want laat ons eerlijk zijn, we zien dat die pandemie allicht tot ergens midden volgend jaar minstens ook onze economie zal in de ban houden. Geloof je nog in een W-herstel? Wat sommigen zeggen, kijk, een kleine dip die we misschien het 4e kwartaal zullen zien en dan een sterk herstel. Maar ook dat is onwaarschijnlijk. Dus je komt eigenlijk in de slechtere letters terecht. Letters als een L, waar je een heel langdurig herstelpatroon zal zien de komende jaren. Eventueel een soort bliksemschichtachtig iets, Harry Potter-achtig, waar dat inderdaad heel snel nog naar beneden kan gaan. Maar eigenlijk hangt alles af van de pandemie. En dat is toch wel heel verwonderlijk dat eigenlijk één gegeven heel onze conjunctuur gaat bepalen, dit jaar, volgend jaar. Nu, qua timing is natuurlijk geleidelijk aan het effect volgend jaar belangrijker aan het worden dan het effect op dit jaar. Uiteindelijk 3/4 van het jaar is voorbij. 3 kwartalen kennen we binnen een aantal dagen. Dat 4e kwartaal, goed, dat kan nog wat verstoren. U ziet de cijfers van het IMF gaan rond de -8%. We zitten ook op -8, -9%. Nationale bankvoorspellingen eveneens. Goed, dat kan misschien nog een beetje afgaan. Dat kan inderdaad. Het zal een beetje de afweging tussen 3e en 4e kwartaal worden. Maar wat er echt toe doet, is wat we volgend jaar aan groei kunnen realiseren. Want die groei zal bepalend zijn om uiteindelijk terug onze arbeidsmarkt in gang te krijgen, terug onze investeringen aan de gang te krijgen en zo verder. Met andere woorden, het debat verschuift een beetje van dit jaar naar het volgende jaar. Maar dus, als ik goed begrijp, geen herstel zonder een goede beheer van de coronacrisis dus. Ja, absoluut. En als we geen goed beheer hebben van die pandemie, dan gaan we natuurlijk nooit dat sterke herstel kunnen krijgen. Nu, het blijft essentieel, denk ik, als je naar de groei voor dit jaar nog kijkt, komt er een nieuwe lockdown in zijn volledigheid, zoals we dat in het begin van het jaar gezien hebben, of niet? Ik denk dat dat de cruciale vraag is. Laat ons eerlijk zijn, dat is een vraag die we niet met 100% zekerheid kunnen beantwoorden vandaag. Daar worden politieke keuzes gemaakt, de maatschappij maakt keuzes. We zien ook in gans Europa dat de situatie uiteenloopt. In landen als Ierland, om een voorbeeld te nemen, daar zie je dat de regering al een heel stap verder gegaan is. Sterke maatregelen. Spanje schuift ook op richting een volledige lockdown. Dat merken we nog niet volledig hier in België op dit ogenblik. Kijk naar de situatie in Duitsland. Daar is de pandemie-situatie veel beter dan elders in Europa. Dus daar lijkt dat scenario van een volledige lockdown eigenlijk absoluut niet bespreekbaar op dit ogenblik. Dus met andere woorden, we zouden wel eens asymmetrische effecten in Europa kunnen zien. Wat niet onbelangrijk is voor de Belgische economie, want als de Duitse economie het nog relatief goed blijft doen in dat 4e kwartaal, zou dat wel eens een stukje compensatie kunnen bieden voor onze open economie, onze open Belgische economie. Laat ons hopen dat er verzachtende omstandigheden gaan ontstaan die eigenlijk die Belgische conjunctuur ook in dat 4e kwartaal nog een stukje recht kunnen houden. En dat is een vraagteken vandaag. Misschien toch nog eens op wijzen, denk ik, dat de conjunctuur is een zeer wispelturig iets op dit ogenblik. En daar staat toch die enorme stabiliteit tegenover in andere indicatoren. Ik noem dat soms een duale economie. Als je naar de conjunctuur kijkt, it's bad, dat is duidelijk. Maar als je kijkt naar arbeidsmarkten, als je kijkt naar het aantal faillissementen, als je kijkt naar vastgoedprijzen, dat zijn allemaal elementen waar je eigenlijk van een crisis absoluut niets merkt op dit ogenblik. En dat maakt het denk ik ook voor de mensen heel moeilijk om te beseffen van, kijk, hoe erg is dat hier nu? Als economen kunnen wij kijken naar cijfers, conjunctuurevoluties, maar uiteindelijk de mensen percipiëren hun job, percipiëren de waarde van hun huis en zo verder. Dus je zit in die duale economie en dat maakt het moeilijker en moeilijker. En dat merken we ook voor beleidsmakers om drastische keuzes te maken. En toch is die keuze van beleidsmakers bepalend voor het economisch verloop 4e kwartaal en volgend jaar. Alors, vous le dites, il y a énormément de mesures de soutien. Alors, je m'adressais maintenant à Mme Macolin, mais on n'a pas parlé de déficit tout à l'heure, mais il est vraiment très important, aux alentours de 40 milliards cette année. Le taux d'endettement public, il est aux alentours de 115% cette année, et il le sera aussi dans les prochaines années, d'après les prévisions de la Banque nationale. Moi, j'avais envie de vous demander si
Effectivement, aujourd'hui, il est difficile, comme M. Van Hove l'a dit, de vraiment cerner la situation précise, mais si on va vers des problèmes de solvabilité importants, vers un nombre de faillites important, est-ce qu'il ne faut pas craindre, dans les mois et années qui viennent, j'allais dire une résurgence, une remontée des taux d'intérêt qui serait, pour les banques et les assureurs, tout à fait dommageable. C'est peut-être une question que vous devez maîtriser, entre guillemets, jour après jour, mais qui est un petit peu difficile, mais elle est réelle. Est-ce qu'il faut craindre une remontée des taux d'intérêt dans le futur proche? Je pense qu'aujourd'hui, pour les banques et pour les assureurs, la plus grande peur, c'est plutôt des taux bas. Des taux bas pendant 15 ans, pendant 20 ans. Si on a une remontée des taux d'intérêt, alors en fonction de la vitesse à laquelle ces taux vont remonter, le secteur financier se portera beaucoup mieux qu'avec une faiblesse des taux. Comme aujourd'hui, on a une plate qui est totalement plate, une courbe des taux qui est complètement plate et qui pèse sur la marge d'intérêt des banques, mais aussi sur la rentabilité des assureurs. Donc, une hausse des taux d'intérêt trop rapide pourrait faire mal aux banques, mais c'est vraiment une baisse et un environnement des taux, comme on voit au Japon, même si là ils ne sont pas négatifs, qui nous fait le plus mal et qui fait le plus peur pour la stabilité financière aujourd'hui en Belgique, mais je pense en Europe de manière générale. Je vais repiquer chez M. Liers alors, sur cette remontée possible des taux d'intérêt. Alors on parle beaucoup aujourd'hui d'approche keynésienne au niveau des autorités politiques. On entend beaucoup d'économistes dire empruntons, les taux d'intérêt sont très très bas, il n'y a aucun problème à emprunter. On entend souvent Bruno Coleman notamment évoquer ce sujet. Est-ce qu'effectivement les autorités publiques, les États doivent emprunter pour pouvoir faire face à un choc qu'on n'a jamais connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour ensuite mieux relancer la machine? Est-ce que ce n'est pas un danger, surtout si effectivement un choc exogène comme une remontée des taux d'intérêt se passe dans les prochaines années? Est-ce que c'est un risque que vous estimez petit, moyen, très faible, grand? Je pense que l'idée de relancer l'économie aujourd'hui pour faire face aux conséquences de cette crise est une idée indispensable. Je pense qu'on est aujourd'hui avec des taux d'utilisation des capacités de production et d'utilisation, notamment dans le marché du travail, qui sont tellement faibles qu'il faut évidemment des plans de relance intelligents et concertés. Concertés parce que tout ça évidemment doit aussi se décliner, et on le voit d'ailleurs au niveau européen, les plans sont en train d'être mis en place. Et fondamentalement, un pays aussi ouvert que le nôtre en Belgique doit pouvoir s'arrimer par rapport à ça en prenant des mesures qui viennent en complément et qui soient les plus positives possibles pour les secteurs qui ont le plus de potentiel dans notre pays et pour les catégories de personnes qui ont aussi le plus besoin de cela pour être mises au travail. Donc ça, c'est nécessaire. Et ça a un coût pour les finances publiques. Et donc, que ça passe par une augmentation de l'endettement, ça me paraît inévitable. La grande question, c'est à partir de quand est-ce qu'on fera le chemin inverse? Et on n'y est pas encore. Mais c'est un virage qu'on ne peut pas rater. Parce que ceci dit, vous avez publié, la Banque nationale a publié il y a très très peu de temps une étude en disant, attention, le seuil pivot au-dessus duquel il pourrait y avoir un danger pour les finances publiques, c'est un taux d'endettement public de 120% du PIB. C'est un taux indicatif, mais parce qu'évidemment, il y a beaucoup de variables qui sont sous-jacentes à ça, et notamment la notion du taux d'intérêt nominal, réel et naturel, ce qu'on appelle R-star. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le plus important par rapport à ça, c'est que tant que les conditions financières sont profitables, et elles le sont aujourd'hui, et que le besoin est là, et il est là, il est important de faire ce type de plan. Là où il faudra d'abord bien se concerter et aussi bien penser et réfléchir à ce qu'on fait, c'est dans les mesures que l'on prend, en veillant à ce que ces mesures soient véritablement orientées vers l'avenir, c'est-à-dire vers des secteurs qui ont un avenir, vers des entreprises qui ont un avenir, qui sont capables de passer le cap de la crise, et d'autre part, vers des catégories de personnes qui en ont le plus besoin pour être réinsérées sur le marché du travail parce qu'elles le doivent, elles ont un âge où on doit continuer à travailler. Et tout ça, je le dis, ça a un certain coût et donc ça justifie une certaine augmentation de la dette. À un moment donné, il faudra voir quand ce moment existe par rapport à la reprise de l'évolution conjoncturelle dans d'autres économies, parce que c'est souvent celle-ci qui drive évidemment la situation dans notre pays. Il faudra infléchir ce mouvement et commencer à assainir. Mais ce n'est pas encore l'heure de le faire. À un moment, il faudra le faire, c'est vrai, pour éviter qu'on soit dans des spirales d'endettement qui, même si elles restent à court terme relativement tenables,
au niveau des taux d'intérêt amène les marchés, mais de manière générale l'ensemble de la communauté à considérer que fondamentalement la dette est hors contrôle. Ce n'est pas encore le cas. Maar C'est quelque chose, c'est un élément d'importance. Ja, maar gelooft u in een stijging van de marktrente in de komende jaren, omwille van de problemen van solvabiliteit bijvoorbeeld? Of, wat is uw mening daarover? Op niveau van solvabiliteit, de situatie is anders. Hè. Oorspronkelijk was de crisis duidelijk gepercipieerd als een liquiditeitscrisis. Dus van korte duur, met de V-shaped recovery eigenlijk als perspectief. En dus al de maatregelen werden eigenlijk duidelijk gericht op onderneming met liquiditeitsproblemen te helpen lenen. Naarmate dat die crisis uitdiep, zijn we duidelijk in een solvabiliteitsissue. En dus het is niet abnormaal, en veel gewesten hebben dat gedaan, federaal ook, op niveau natuurlijk in functie van de respectieve bevoegdheden van beide overheden, en voornamelijk op vennootschapsbelasting voor federaal, voor de rechtstreekse invest en alle solvabiliteitsgerichte maatregelen voor de gewesten, een paar maatregelen genomen of uitbreiden die precies als doel hadden om solvabiliteitshulpen te helpen voor veel bedrijven te verstrekken. Dans quelle mesure c'était nécessaire? Je pense que c'était nécessaire. Est-ce qu'il y aura encore besoin de ça? Sans doute, au fur et à mesure que la crise s'approfondit. Ce qui est très important, notamment pour maintenir aussi un certain trade-off avec la soutenabilité des finances publiques, c'est que ces mesures soient destinées à des entreprises qui sont le plus capables de tenir le coup, c'est-à-dire qui ont des vraies perspectives de viabilité au-delà de la crise. Et ça, c'est très important de le faire. Alors bien sûr, quand on ferme des secteurs, il est normal de donner des compensations à un secteur. Ça, c'est autre chose. Mais rehausser le haut de bilan avec des capitaux permanents pour des entreprises, ça nécessite une analyse des risques. Alors les régions ont la capacité de le faire, les banques ont la capacité de le faire, mais ça, c'est fondamental parce que sinon, il y aura une dispersion des moyens et une utilisation excessive des moyens. Et à ce moment-là, par contre, si on se concentre sur celles des entreprises qui ont cette capacité, je pense qu'à terme, on fait du bien aux finances publiques. Alors, on parlera après évidemment. Oui, monsieur Van Hoven, een reactie? Ja, als ik misschien even mag tussenkomen. Ik denk inderdaad, de budgettaire stimulans die we gaan nodig hebben om inderdaad de schok op te vangen, die gaat groot zijn. Om de economie te herstellen gaat die nog veel groter zijn. Ik denk dat we daar maar aan het begin staan van wat we gaan zien de komende jaren. En in die omgeving, denk ik, zal de rente altijd laag blijven. Die zal noodzakelijk laag blijven om alles te kunnen financieren. Wat inderdaad de uitdagingen voor de financiële sector veroorzaakt. Het enige scenario dat je zou kunnen voorstellen is dat die budgettaire stimulans zo groot wordt dat je inflatoire effecten krijgt. En dan is natuurlijk de grote vraag, gaat de centrale bank daarop reageren en misschien het herstel op dat ogenblik zelfs opnieuw tegenhouden. Nu, daar zijn we nog heel ver vandaan, denk ik, van dat scenario. Dat is misschien een droomscenario dat we daar ooit zouden terechtkomen. Ik denk het meest realistische scenario is een periode van een lange periode van zeer lage interestvoeten op korte en op lange termijn. Ja, zoals in Japan dus. Zoals we in Japan hebben inderdaad. Wat inderdaad maakt dat die renteomgeving voor de financiële instellingen zeer uitdagend blijft de komende jaren. Alors revenons-en à l'impact de cette crise qu'on nous promet quand même relativement longue sur le secteur financier. Madame Collin, alors on va en revenir, je dirais, au cas de la banque où vous travaillez, donc Belfius. Quels ont été les principaux impacts de cette crise sur les activités bancaires en général, mais sur celle de Belfius en particulier? Et puis, deuxième partie de la question, comment voyez-vous évoluer, je dirais, cette solvabilité du secteur à l'avenir en ce qui vous concerne? La crise, elle a frappé les banques et Belfius, évidemment, de manière assez forte. Dans un premier temps, au niveau de la gouvernance, puisqu'on a dû être dans un mode de crise. Donc on a dû rechanger notre mode de fonctionnement. Plutôt qu'un comité de direction toutes les semaines, on avait un comité de direction tous les jours, voire 2 fois par jour, pour gérer les différents risques et gérer les différents impacts de cette crise. Le premier a bien entendu opérationnel, puisque nous avions une crise sanitaire, où on a dû penser à la santé de nos collaborateurs et aux continuités de nos opérations. Et pour ce faire, on a essayé de mettre un maximum de gens en télétravail et donc d'augmenter la capacité IT, parce qu'il fallait que les gens continuent à travailler pour assurer la continuité des opérations. Vous avez dû beaucoup investir pour prendre le cas particulier de Belfius? Non, parce qu'on avait déjà beaucoup investi. En fait, aujourd'hui, il y avait déjà du télétravail possible, voire obligatoire pour une grande partie du personnel, mais on a dû accompagner par exemple les agences qui n'étaient pas équipées pour le télétravail. Donc, on a dû augmenter la capacité à ce niveau-là, puis augmenter la capacité informatique pour pouvoir permettre à toutes ces personnes en même temps
de faire du télétravail. Ce qu'on avons fait au niveau opérationnel aussi, c'est de devoir augmenter les contrôles, puisqu'il y avait beaucoup de produits qui étaient vendus uniquement dans les agences qu'on a dû passer en mode digital. Et donc, on a dû augmenter les contrôles internes pour permettre ces ventes digitales. Et on a également dû faire un suivi très très rapproché de la fraude, parce qu'on voit vraiment la fraude paiement, et donc les cas pour nos clients, par exemple le phishing, augmenter fortement, et faire le suivi de nos outsourcers, ou notre third party. Donc on travaille avec des parties externes pour l'IT, pour la vente de certains produits. Et là, on a dû s'assurer que nos outsourcers également avaient des plans de continuité et étaient en mesure de continuer à fournir les services. Donc ça, c'était la première partie de la gestion de la crise. Une deuxième partie qui est très vite venue en parallèle, c'est la partie des marchés financiers, puisqu'on a vu très vite l'equity, les spreads fortement augmenter, l'equity baisser. Donc on a eu une attention très particulière sur la salle des marchés, avec très vite une décision au niveau du comité de réduire, d'introduire ce qu'on appelle une stop loss, qui était bien plus basse que notre risk appetite, et donc d'avoir une perte maximum d'une dizaine de millions, qui est bien plus basse que ce qu'on avait dans nos risk appetite framework, puisqu'on a vu l'intensité de la crise et l'ampleur sur l'ensemble des différents secteurs. Et on a fermé pas mal de positions. Marche arrière toute, comme on dit, quoi. Voilà, donc on a fermé pas mal de positions, on a pris des protections supplémentaires de manière à réduire les pertes au niveau de la salle des marchés. En parallèle, évidemment, la liquidité. La liquidité était moins un problème au niveau de la banque pendant cette crise, puisque les banques centrales sont intervenues massivement, et puis les banques bénéficient quand même de livrets de carnets d'épargne quand même très importants. Et le troisième volet de cette crise et d'impact de la crise, évidemment, c'est le portefeuille de crédit. Très vite, on a voulu soutenir l'économie belge. On a travaillé avec la Banque nationale, avec le ministre des Finances sur les moratoires, sur la garantie d'État. Et puis, voilà. Et puis, on est très vite passé à l'analyse de notre portefeuille. Qu'est-ce que ça voulait dire sur notre portefeuille? Alors, on s'est retrouvé tout au début un peu démunis, parce qu'on a une crise ici qui affecte quand même très différemment des crises précédentes. Donc, on a dû travailler ce qu'on appelait des war rooms. Donc, on a mis toutes les personnes un peu intelligentes autour de la table, avec par exemple le data digital, le marketing, évidemment risque et les aspects opérationnels, de manière à bien comprendre comment la crise allait frapper le portefeuille de crédit. Donc, on a scindé notre portefeuille en plusieurs secteurs en fonction du degré que les secteurs allaient être impactés et du degré de résilience des entreprises. Et on a pris un contact personnel avec l'ensemble de ces entreprises. On a fait une analyse ligne à ligne de notre portefeuille en fonction du degré d'affectation des entreprises, de manière à, trouver des solutions pour les clients, mais deux, aussi évidemment se protéger, avoir des collatérales supplémentaires ou transformer des mandats en hypothèques en fonction de ce qui était possible. Et ce qui nous a amené à pouvoir prendre des provisions anticipatives. En fait, on a parlé tout à l'heure de 2 milliards. Chez Belfius, les provisions étaient de 390 millions au premier semestre, donc 311 millions anticipatifs, c'est-à-dire vraiment provisionnés pour les défauts. Et une petite estimation pour l'ensemble de l'année 2020 déjà, ou c'est trop tôt? Le troisième trimestre était, on ne publie pas nos chiffres au troisième trimestre, mais le troisième trimestre était très favorable. Donc on voit très peu de défauts, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on pense qu'on ne va plus provisionner anticipativement pour cette année, bien qu'aujourd'hui on vit quand même encore une période assez compliquée. Donc on verra. On s'attend à des, je dirais, trimestres classiques. Donc chez nous, c'est environ 30 millions par trimestre. Donc voilà, donc on ne s'attend pas à devoir provisionner de manière plus importante. Je pense que ce qui va être important, c'est effectivement la gestion de cette pandémie, et je pense que les prochaines semaines vont être cruciales. Les plans de relance que vont faire les régions, comment est-ce qu'elles vont soutenir le capital des entreprises, parce que ça, c'est le point crucial aujourd'hui, c'est pas la liquidité, c'est vraiment les fonds propres des entreprises. Il y a certains secteurs qui sont plus sensibles que d'autres ou moins capitalisés que d'autres. Donc en fonction de ça, on verra, mais on s'attend à avoir les premiers défauts l'année prochaine. Monsieur Liguet, je rebondis sur ce que Madame Collin vient de dire en matière de solvabilité. Donc, on s'attend effectivement à ce que le gros vienne plus tard, quand la gestion de la crise sanitaire en tant que telle sera réalisée. Dans la déclaration gouvernementale, de regering heeft een aantal maatregelen opgenomen, zoals de vrijgestel wederopbouwreserve, la réserve de reconstruction in het Frans. Zijn andere maatregelen nodig? Of dat is wel te vroeg? Zeker niet. Ik heb eigenlijk voor een deel al denk ik eigenlijk een antwoord gegeven. We zien dat veel maatregelen zijn al genomen door zowel federale regering op niveau van vennootschapsbelasting voornamelijk en door de gewesten, door hun invest en hun verschillende instrumentarium om solvabiliteitsmaatregelen te geven. In een context die relatief
gespitst waren op onderneming die leefbaar waren door de crisis, maar die te kampen hadden eigenlijk met een probleem van ontoereikend niveau van eigen vermogen of van lange termijn kapitaal of quasi-kapitaal door de crisis heen. In welke mate gaat dat eigenlijk nog nuttig of noodzakelijk zijn om dat verder te gaan? Ik heb de indruk van wel. We zien duidelijk dat de impact van de crisis is ver van voorbij. En in die context dat de gewesten en de federaal elk met natuurlijk zijn eigen instrumentarium gaat verder gaan met die maatregelen, lijkt me eigenlijk totaal normaal. Mais comme je dis tout à l'heure, en tout cas j'ai essayé de le dire, je pense que l'essentiel c'est que ces mesures soient concentrées sur celles des entreprises qui ont de vraies perspectives et des secteurs qui ont de vraies perspectives pour éviter d'avoir une utilisation de moyens, parce qu'une crise, c'est vrai partout et on l'a toujours vécu, est toujours un moment où les entreprises et les secteurs les plus fragiles sont impactés. Et je ne parle pas des mesures qui les impactent, parce que ce sont des mesures administratives qui, à un moment donné, impactent un secteur dans sa globalité, et ça c'est autre chose. Mais que globalement, pour une économie, il y a toujours évidemment des entreprises plus faibles qui étaient déjà avec un business model plus discutable, avec une rentabilité plus faible, avec une solvabilité plus faible, et avec des perspectives moins viables. Et que ces entreprises-là soient aidées, ça me paraît plus discutable. Mais je ne parle évidemment pas de celles qui doivent fermer obligatoirement, ça c'est une autre. Leen van den Est, u bent voorzitter van de directiecomité van VDK Bank. Misschien dezelfde vraag over de default rates. Hoe ziet u de default rates evolueren in de komende maanden en vooral volgende jaar? Ja, ik ben vooral actief als retailbank, dus wij zitten wat minder in het corporate segment dan de collega's rechts van mij. En tot vandaag kunnen we vaststellen dat de default eigenlijk op het niveau pre-crisis. Natuurlijk wordt dat allemaal een beetje verborgen door de moratoria die we als sector afgesproken hebben en waardoor klanten eigenlijk tot het einde van het jaar er kunnen voor kiezen om betalingsuitstel te vragen en dat ook heel vlot gekregen hebben. Dus tot vandaag doen wij een beetje hetzelfde als wat ik mevrouw Collin horen zeggen heb. Wij houden heel nauw contact met onze klanten. Bij ons zijn dat vooral retailklanten, dus dat vergt wel wat extra inspanning. Naast de inspanningen die we leveren om ook blijvend krediet te versprekken, is dat best een grote uitdaging. Maar tot vandaag is dat wat we doen. Dus we houden contact, we vragen, bent u nog in tijdelijke werkloosheid, bent u terug aan het werk? En afhankelijk van het antwoord dat we krijgen, kijken we ook welke default dat we eventueel zouden kunnen verwachten de komende maanden en jaren. Maar tot vandaag zijn we daar eerder optimistisch in. Uiteraard, en dat is ook hier al meerdere keren gezegd vandaag, de diepte van de crisis kennen we vandaag nog niet. Nog de diepte, denk ik, nog de lengte ervan. Dus dat zijn toch een aantal onzekerheden waar een bankier niet zo van houdt. Dus wij hebben liever wat meer zekerheid. En dus hebben ook wij als retailbankiers in elk geval al per 30 juni de nodige voorzieningen aangelegd om dus de default rates die op ons zouden afkomen het komende jaar, om die toch al in onze boeken verwerkt te hebben. Dus een beetje dezelfde redenering als bij Belfius. Ook wij hebben heel snel moeten schakelen in het begin van de pandemie. En ik stel toch wel vast, als ik dat hier toch even mag zeggen, als het gaat over het verschil tussen grote en kleine banken, moet ik toch wel vaststellen dat onze weerbaarheid, de resilience van de kleine banken, toch op hetzelfde niveau is als dat van de grootbanken. Wij zijn ook heel snel overgeschakeld volledig naar thuiswerk. Ook onze kantoren, op een paar dagen tijd was iedereen thuis aan het werk. Ik moet zeggen dat we daar best fier op zijn als sector, dat wij die schakeling zo snel, toch een digitale sector, gericht op veiligheid, phishing moeten tegengaan, alle rapporteringen moeten blijven voldoen aan de regulator. Dus ik denk de weerbaarheid van onze mensen ook, van onze ploeg, ik vind dat toch ook wel bijzonder bewonderenswaardig is. En dat is toch een gegeven doorheen de sector, grotere banken, nichebanken, tegelijkertijd is dat toch wel iets wat we gedemonstreerd hebben. Ja. Nou, laten we ons nu over de verzekeringssector spreken. Hilde Vernayen, goedemiddag. Dus u bent voorzitter van de directiecomité van PEV Verzekeringen. Ook kerstvers voorzitter van Assuralia. Misschien dezelfde vraag. Ja? Wat zijn de belangrijkste gevolgen van deze crisis voor de PEV-activiteiten en de verzekeringssector in het algemeen?
Wel, net zoals mijn collega's kan ik bevestigen dat we operationeel dat best goed onder controle hadden vanaf dag +1, zou ik zeggen. Hè. Dus iedereen thuiswerken, de zaken zijn blijven draaien zonder geen enkel probleem. We zijn redelijk zwaar geïmpacteerd door financiële markten. Hè. Dus Jean Hilgers heeft ernaar verwezen, die dubbelhit op solvency-ratio's door verlaagd rendement en volatiliteit op de financiële activa enerzijds en de lage rentevoet anderzijds. Nu, dat zal nog even zo blijven. De collega's hebben er ook naar verwezen. Ik denk dat iedereen in de sector wel naar zijn posities gekeken heeft, gederiskeerd, zoals we dat genoemd hebben, waar nodig ons ingedekt enzovoort, om zo goed als mogelijk stabiliteit van die financiële inkomsten en van de waardering van de activa te blijven aanhouden. Er is ook al naar verwezen, resultaten van dit jaar in de verzekeringssector zullen al bij al vrij oké zijn. Dus zeker als je abstractie maakt van... Pardon? Dus geen slechte verrassing, a priori. Geen slechte verrassingen, tenzij op de financiële markten. Dus wij zijn daar zeer gevoelig aan. Dus, en jullie weten dat we dat niet alleen in België kunnen regelen. Dus wij worden beïnvloed door allerlei factoren op de financiële markten. Dus tenzij verrassingen op de financiële markten, zou het voor de verzekeringssector in 2020 al bij al moeten meevallen. We voorzien wel een daling van de premies, zoals ook al gezegd is, voornamelijk in leven individueel. Voorzien daar een daling van 1,6 miljard, dus dat is toch wel niet niks, hè, op een totaal van 29 miljard. Maar de resultaten zouden moeten meevallen. Nu, net zoals door Jan al gezegd, impact van ja, de reële economie, mogelijke faillissementen, mogelijk meer werkloosheid, enzovoort, zullen we in 21, 22 voelen. Hè? Ja. Want dat betekent natuurlijk daling in omzet. Wij hopen, en daar zet iedereen alles op in, dat wij onze rol als verzekeraar kunnen en mogen blijven spelen. En dat is zekerheid in het systeem brengen, zodanig dat economische ontwikkeling mogelijk is. Jean Hilgers heeft ook verwezen naar de kredietverzekeraars. Dat was een heel belangrijke stap om dus samen met de overheid daar een oplossing te kunnen bieden aan de vele bedrijven in ons land die exporteren en die inderdaad garanties nodig hebben om een business te kunnen verder zetten. Ja. Gelooft u in de scenario van Double Hit gepresenteerd door Jean Hilgers en denkt u vooral dat bepaalde taken van de verzekeringssector hard getroffen worden in de komende maanden of jaren? Ja, dat zal zeker zo zijn. Hè. Dus, maar welke precies? In tijden van crisis ziet je altijd nieuwe risico's opduiken. Hè. Er is al verwezen naar digitalisering, cyberrisico. Ja, dat zijn zaken die heel moeilijk in te schatten zijn in deze versnelde digitalisering toch van onze wereld. Hè. Dus er is verwezen naar fraude, dus ook in verzekering gebeurt dat. En ook in verzekering zien wij een stijging van fraude in crisisperiodes. En dan hebben we het over valse aangiftes, dus georganiseerde valse aangiftes. Dus dat is ook zeker en vast een belangrijk aandachtspunt. Welke takken, zeker alle ondernemingsrisico's, zullen in de toekomst wel toch nog meer aandacht krijgen. Dat is zeker zo. Ja. Alors, toute autre question, on repasse maintenant au niveau bancaire. Peut-être une question pour Marianne Collin. On a parlé tout à l'heure de crédit
de crédit aux entreprises. Jean Elgers a montré que la dispense de crédit était relativement bonne, même très bonne. Mais nous, sur le terrain, en tant que journalistes, on nous dit oui, mais pas les petites entreprises. Elles ne sont pas contentes de la manière dont les banques leur octroient des crédits. Alors, à tort ou à raison, j'en sais rien. Je vous pose la question en tout cas. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces petites entreprises qui s'estiment un petit peu lésées dans la dispense de crédit de la part de l'appareil bancaire, qui a pourtant été fort soutenu par la Banque centrale européenne, par l'État belge? On a tout à l'heure fait référence au plan Bazooka de 50 milliards d'Alexander De Croo. Donc il y a quand même un certain nombre de mesures qui ont permis d'apporter énormément de liquidités sur le marché, qui auraient dû percoler jusqu'aux petites entreprises, et elles disent que non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous leur dites? En tout cas, du côté de Belfus, moi je parle juste pour Belfus, on ne voit pas en fait cet élément, puisqu'on a accordé aujourd'hui environ 14 milliards de crédits long terme aux entreprises et au secteur privé de manière générale, dont 3 milliards et demi. Crédits existants et nouveaux crédits, ou bien c'est tout ensemble? De nouveaux crédits à l'économie. D'accord. Donc 3,5 milliards aux grandes entreprises et 3 milliards aux petites entreprises. Et si on compare ça à l'année 2019, qui est quand même une année assez positive en termes d'octroi de crédit, on est exactement au même niveau. Donc aujourd'hui, en termes d'octroi de crédit chez nous, on ne voit pas l'impact. On a une croissance de notre stock de crédit aux grandes entreprises et moyennes entreprises, et du mid-corp aussi, d'environ 10%. Donc on a une croissance vraiment de l'outstanding, donc vraiment des nouveaux crédits à l'économie réelle. Et pour les plus petites entreprises, c'est encore une augmentation de 6% du stock, alors que l'économie réelle fait presque moins 10%. Donc, de notre côté, on essaye vraiment, on a environ aujourd'hui une solvabilité qui est à autour de 15,6%, donc on a environ 3 milliards de buffer en capital par rapport aux exigences minimum qui sont imposées par le régulateur. Donc, on essaye de mettre à disposition de l'économie réelle belge le capital pour pouvoir assurer le soutien de l'économie réelle. Après, nous restons quand même une entreprise où le risk management est important, et donc on doit quand même s'assurer et éviter, comme Jean Elgers l'a dit tout à l'heure, c'est de donner des crédits aux entreprises qui ne sont pas viables. Je veux dire, ce serait vraiment d'acheter des moyens, et donc on doit vraiment s'assurer que si on donne des crédits, on a une certaine viabilité des entreprises qui est assurée. Est-ce qu'on a une petite idée du pourcentage d'entreprises qui n'étaient pas viables avant la crise du Covid? On parle toujours de 1% du portefeuille, mais c'est vraiment compliqué de dire viable, parce que ça dépend aussi, par exemple, du support des entreprises. Nous, chez Belfus, on a tendance à mettre très très vite une entreprise sur une watchlist. Donc c'est vraiment une entreprise où on a besoin d'attention. On va faire un suivi particulier de cette entreprise. Pas spécialement parce qu'elle n'est pas viable, mais surtout parce qu'on sent qu'on doit l'accompagner, en fait. On sent qu'on doit l'accompagner peut-être à restructurer la dette de manière à passer le cap. Donc vraiment déterminer la viabilité. Aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment de chiffres, et cette viabilité, j'entends bien de dire qu'il faut, le secteur bancaire doit éviter de donner des moyens aussi aux entreprises qui ne sont pas viables, mais au plus long la crise est, au plus ça va être compliqué de déterminer si une entreprise ou un secteur est viable. Donc c'est vraiment een exercice très très compliqué. Misschien dezelfde vraag voor Jan van Hoof. Wat is uw mening daarover? Hoe ziet u de kredietaanvraag evolueren in de komende maanden? Ja, dus ik denk in het algemeen zie je dat de kredietvraag relatief goed stand houdt vandaag. Nu, langs bedrijfskredieten heb je natuurlijk een enorme vraag naar liquiditeit gehad. En ik denk dat dat de cijfers vertekent. Hè. Je moet dan eigenlijk een onderscheid maken tussen kredietaanvragen voor liquiditeit of kredietaanvragen voor effectieve investeringen. En het is dat tweede luik natuurlijk waar dat je toch wel donderwolken ziet opkomen. Ik vind dat in het bijzonder de enquêtegegevens van de ERMG-enquête zeer interessant. Hè. Eigenlijk verontrustend. Hè. Want als je daar naar kijkt, hè, dan zie je dat heel wat bedrijven aangeven, zowel volgend jaar als het jaar nadien, niet meer te gaan investeren. Dat zijn, als we dat mogen extrapoleren, het blijven enquêtegegevens natuurlijk, maar als we daarop baseren, dan betekent dat toch wel een heel grote uitdaging voor de kredietverlening in de volgende jaren. Hè. Dan spreken we over jaren. En dat is het gevaar natuurlijk, hè, dat die pandemie een kortstondige crisis was misschien, maar uiteindelijk wel een heel lange schaduw gaat werpen op eigenlijk onze hele economie. En wanneer gaan bedrijven pas opnieuw investeren? Ja, wanneer er opnieuw stabiliteit is, opnieuw vooruitzichten zijn. Dus je moet eerst die stabiliteit hebben om die kredietvraag, een reële vraag, opnieuw te kunnen stimuleren. Nu, ik denk aan de aanbodkant, waar dan de financiële instellingen klaarstaan. Daar denk ik dat er een heel grote bereidheid is om krediet te verschaffen. Er is ook veel liquiditeit in de sector. Kijk naar de middelen die de ECB ter beschikking stelt, de spaarboekjes die aangroeien. Dus er is misschien zelfs een heel grote bereidheid om krediet te verschaffen. Maar natuurlijk, er is ook een besef dat er bijkomende risico's zijn. Ik zeg niet dat het kredietbeleid op zich moet wijzigen, want uiteindelijk dat zet je voor een lange termijn vast, niet in een moment van crisis. Maar natuurlijk in een crisisomgeving
omgeving zijn er wel meerdere factoren waar je moet naar gaan kijken. En ik denk dat er een heel grote bereidheid is in de financiële sector om bedrijven en gezinnen bij te staan in hun investeringsbeslissingen. Maar natuurlijk, ja, elk dossier zal heel degelijk geëvalueerd worden. En goed, ik denk dat dat vanuit een macroprudentieel toezicht alleen maar een goede zaak kan zijn. Maar het maakt natuurlijk wel dat de komende jaren, puur vanuit die investeringsgroei, we toch een beetje moeten afwachten of die economie inderdaad die relance kan vinden. Dat wordt een vraagteken opnieuw. Laat ons nu van de vastgoedmarkt spreken. En misschien mijn eerste vraag daarover aan Leen van den Esten. On l'a vu, hein, il y a eu beaucoup de décisions prises par la Banque nationale pour freiner un petit peu le marché hypothécaire. Il y a eu la fin du Wohn Bonus, il y a l'impact évidemment de la crise actuelle, mais qui ne semble pas en avoir eu trop pour le moment. Maar dus, hoe ziet u de ontwikkeling van deze markt in de toekomst? Ja, het is een zeer dynamische markt gebleken in de coronatijd. Misschien een beetje te dynamisch, zoals directeur Hilgers. Ja, er is toch heel veel activiteit nu, waardoor de prijzen... we hebben allemaal de artikelen gelezen in de krant waar de vraagprijs moeiteloos overschreden wordt en dat klanten of bieders zichzelf overbieden, zullen we maar zeggen. Dus de Nationale Bank moet nog maatregelen nemen? Er is wel wat dynamisme in de markt en ik denk inderdaad wat prudentiële maatregelen dan betreft, de speed limits, zoals genoemd worden, waarbij we toch wel wat focussen op quotiteit en op het percentage van het inkomen dat de klanten kunnen gebruiken om het krediet terug te betalen. Daar worden nu wat strakkere rapporteringen opgelegd, maar eigenlijk voor ons zat dat volledig in de lijn met ons huidige acceptatiecriteria. Dus wij hebben daar tot vandaag geen last van. En zoals ik al zei, er is heel veel dynamisme door een aantal omstandigheden, ook mensen die kleiner woonden, die naar een grotere woning willen overgaan. Dus ik denk dat het geen kwaad kan om de risico's op de vastgoedmarkt, there is no alternative, is ook daar een element. Mensen vinden op de beurs minder rendementen, op het sparen minder rendementen, dus er is wel wat zoektocht naar. Dus ik denk dat het goed is om die risico's goed in kaart te blijven houden, goed op te blijven volgen en er dan navenant, als dat kan, in de komende jaren terug wat vrijheden te geven, dan zullen die op dat moment wel welkom zijn. Maar vandaag lijkt het mij gezond om het goed te beheren en te beheersen. Alors, la Fédération des notaires publie, Madame Collin, énormément d'études sur l'activité des marchés immobiliers, sur les prix immobiliers. Monsieur Hilgers l'a rappelé, on est plus ou moins à une hausse des taux, des prix, en termes réels de plus ou moins 4%. Ces derniers temps, on sent qu'il y a de nouveau une activité relativement importante après un petit down ici au deuxième trimestre. Comment vous voyez évoluer ce marché? Et deuxièmement, est-ce que effectivement, vu l'ampleur que cela prend, est-ce que, comme Chief Risk Officer, vous pensez qu'il faut aussi prendre de nouvelles mesures pour un peu corseter ce marché qui, comme l'a dit Madame Van den Est, there is no alternative. Effectivement, les marchés boursiers sont très incertains, on voit la volatilité, les taux sont extrêmement bas. J'allais dire, c'est presque normal que les gens se ruent vers l'immobilier. C'est ce que j'allais dire. En fait, aujourd'hui, on s'attend plutôt à une stabilité du marché, en tout cas une continuation de la situation actuelle, peut-être pas avec des prix qui vont encore augmenter de la même manière, mais quand on voit les taux bas et l'absence d'alternatives, on voit chez nos clients, c'est vraiment la partie soit deuxième résidence, soit buy to let qui prend quand même de plus en plus d'ampleur. Alors buy to let non pas pour du retail, mais vraiment pour des gens qui ont de l'argent et qui mettent des portefeuilles d'investissement en garantie. Donc les taux bas, la demande d'investissement alternatif par rapport à des produits différenciés et puis éventuellement un plan de relance qui pourrait soutenir le secteur. À mon avis, ce sont des facteurs qui peuvent continuer à soutenir le marché. Mais il y a quand même des facteurs aussi de risque et en tant que Chief Risk Officer, évidemment, je dois regarder aussi ces risques. Au niveau de l'offre, on parlait tout à l'heure du taux de faillite et je pense que le taux de faillite dans la construction, au niveau des petites entreprises, sera probablement plus élevé que dans d'autres partie de l'économie, au-delà de l'ORECA ou des secteurs vraiment qui sont touchés par le lockdown. Je pense que, en tout cas, nous, dans nos analyses et dans nos modèles, c'est là qu'on voit le taux de défaut le plus important arriver. Et au niveau de la demande, donc là, il y aura quand même des impacts importants. On va voir le taux de chômage quand même augmenter à un certain moment et un certain, je pense, degré d'aversion une fois qu'il n'y a pas de vision sur la manière dont l'économie va fonctionner et le manque d'investissement à long terme.
on va aussi, à mon avis, voir une réduction de la demande. Donc, il y a quand même des facteurs d'incertitude au niveau de l'offre et de la demande qui vont jouer. Alors, au niveau des mesures de la BNB, moi, je les ai accueillies en tant que CRO avec beaucoup de positivisme dans la mesure où c'est compliqué parfois c'est ce que toutes les banques ont dit, hein, officiellement. Parfois au sein du secteur de se réguler nous-mêmes. Donc honnêtement, en tant que Chief Risk Officer, je suis très contente de ces mesures. On essaye de les respecter au maximum. Ce qui est compliqué parfois, c'est que dans les offres, on les respecte et puis dans la production effective, on s'en il y a toujours un décalage, un petit peu. Ouais. Il y a une pression commerciale qui est là. Voilà. Et on suit ça de très près. On essaie vraiment de respecter en tout cas l'esprit des mesures qui sont imposées pour assurer un marché beaucoup plus sain et d'éviter justement que ce marché soit vulnérable en cas de retournement de la conjoncture. Il y a juste peut-être un point d'attention aussi, je pense, pour le régulateur, c'est l'accès à la propriété pour certains types de ménages. On voit que c'est un peu plus compliqué, notamment au sud du pays, puisque la fiscalité est quand même très différente qu'au nord. Et donc, c'est un équilibre à trouver également pour éviter que certains ménages, sur le plus long terme, n'aient plus accès. Vous craignez des effets d'aubaine sur certains marchés plutôt que d'autres, en raison des différences régionales? La fiscalité en Flandre, quand on achète une maison, est beaucoup plus faible. Elle est aujourd'hui 6 ou 7%. Elle est toujours à 12 ou 13% à Bruxelles et en Wallonie. Donc voilà, cet écart. C'est un message aux autorités wallonnes et bruxelloises alors? Je n'ai pas de message à faire passer aux politiques. Simplement, c'est un point d'attention et je pense qu'avec le secteur et le régulateur, on doit réfléchir comment éviter ce type d'effet qui pourrait être négatif pour la société. Madame Vernayen, on a parlé beaucoup du secteur bancaire, mais le secteur des assurances a aussi beaucoup investi dans le marché immobilier ces dernières années, à des fins de diversification de placement évidemment. Wat is de impact nu van de coronacrisis over de portfolio's van de verzekeraars, voor de vastgoeddeel natuurlijk? Twee zaken misschien. Dus enerzijds is het aandeel hypothecaire leningen bij de verzekeraars ook gestegen de laatste jaren. En daar zijn de aandachtspunten gelijkaardig als die van de banken, zou ik zeggen. Anderzijds is het zo dat verzekeraars ook meer dan vroeger rechtstreeks zijn gaan investeren in immobiliën. Dat gaat dan niet over de woonmarkt, dat zijn meer grotere immobiliumprojecten, infrastructuurprojecten enzovoort. Ja, de huidige crisis is uiteraard een aandachtspunt. Je kunt ook een aantal commentaren lezen over mogelijke leegloop van kantoorruimtes waar we zouden in geïnvesteerd hebben. Ja, maar dat kunnen we zien, hè? Dat is echt... Zo gaat dat inderdaad. Nu, anderzijds, verzekeraars doen dat met een lange termijn perspectief, dus ten opzichte van lange termijn verplichtingen op de passieve kant. Dus als je inschrijft in een lange termijn perspectief, kan dat niet problematisch zijn, denk ik. En je moet het ook niet overdrijven, want het is fors gestegen. Maar immobiliën is vandaag 2,7% van totaal balans van de verzekeringssector. Dus al bij al toch wel een beperkt deel. Het grootste deel van onze investeringen blijven overheidsobligaties en bedrijfsobligaties. Dus toch wel een beetje andere kijk daarop. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez plus investir dans le secteur immobilier? Est-ce que vous avez l'intention de plus investir au niveau de l'immobilier, vous pensez, dans les prochaines années? Comment vous voyez ça? Ik kan niet over de andere verzekeraars praten in deze, maar als ik kijk naar PNV, het is zo dat onze strategische asset allocation, zoals we dat noemen, ons toelaat van nog meer te investeren in immobiliën. Inderdaad, dus gewoon als alternatieve investering op lange termijn met toch een vrij goede zekerheid in vergelijking met andere instrumenten op de markt. Misschien dezelfde vraag voor meneer Van Hoof. Hoe ziet u de ontwikkeling van deze markt in de komende jaren? Ja, wel, ik heb daarnet al gezegd, er zijn een aantal zaken die frappant afwijken van ons conjunctuurverloop. En ik vind eigenlijk de evolutie in de vastgoedmarkt het meest frappante. Ik denk dat dat voor mij persoonlijk de grootste economische verrassing dit jaar was. Als we dan kijken naar residentieel vastgoed, want commercieel vastgoed heeft een eigen leven vaak, maar dat residentiële vastgoedprijzen zo goed hebben stand gehouden dit jaar. Normaal gezien weten we dat er op lange termijn een relatief sterke correlatie is tussen hoe een economie evolueert en hoe vastgoedprijzen evolueren. Een economie die momenteel instort en toch gaan vastgoedprijzen omhoog, gemiddeld gesproken. Dus met andere woorden, dat wil eigenlijk zeggen dat uw waardering van uw vastgoed relatief
hoog ligt vandaag de dag ten opzichte van uw economische evolutie. En dat kan problematisch zijn, ooit in de toekomst. En ik denk dat de studiedienst van de Nationale Bank daar voortreffelijk werk heeft geleverd om daar ook al jaren op te wijzen. Vandaag is dat probleem eigenlijk nog een stukje vergroot. Vandaar, ja, hoe kan je dat doen? Ja, je moet die markt stabiliseren. En ik denk dat we als sector alleen maar 100% achter de maatregelen van de Nationale Bank kunnen staan. Om te zeggen, ja, die sector, die prijsevolutie moeten we op een of andere manier onder controle houden. Vooral door te zorgen dat er geen excessieve risico's worden genomen in de kredietverlening. 100% akkoord, 200% akkoord, zou ik zelfs zeggen. Want dat is het beste scenario dat we de komende jaren kunnen hebben. Dat daar een stabilisatie komt. En misschien zelfs een lichte prijscorrectie. Om die excessen die we eigenlijk dit jaar hebben opgebouwd terug uit die markt te krijgen. Nu, je kan natuurlijk zeggen, kijk, er zijn structurele factoren. De rente is nog lager dit jaar dan vorig jaar, klopt. Ja, inderdaad, er is zoals Leen al zei, er is een heel grote vraag naar vastgoed vanuit investeringsperspectief. Ja, mensen hebben misschien ook meer tijd om naar huizen te gaan kijken tijdens de pandemie. Ja, goed, dat zijn allemaal factoren die misschien een stuk die discrepantie verklaren vandaag. Maar het is wel iets dat we in het oog moeten houden. Want dit kan de komende jaren een groot probleem worden. Dus laten we hopen van niet. Vandaar om stabiliteit opzoeken. Okay, maar laten we ons nu een beetje over klimaat spreken. Leen van den Est, hoe ziet u de kwestie van klimaatverandering in een kleine bank? Enfin, VDK-bank is een relatief kleine bank. Vertaalt dit zich in uw kredietbeleid? Meer specifiek, hoeveel aandacht besteedt u aan zogenaamd transitierisico, zoals Jean Hilgers sprak? Ja, wij zijn daar als duurzame bank toch wel wat actiever mee bezig, denk ik. En wij vinden het ook daar toch wel belangrijk en goed, ook positief om te zien dat de regulator daar ook meer en meer op focust. Want het is inderdaad een groot risico dat denk ik op ons afkomt. We hebben geleerd, dus de afgelopen dagen hebben de regelgevers ook daar de eerste stappen gezet richting een zekere taxonomie. Hoe moeten we die risico's inschatten en hoe kunnen we daar bepaalde gradaties en vorken in calculeren. Dat is een groene taxonomie in de positieve zin, maar je zou ook kunnen een bruine taxonomie afspreken en zeggen daar mocht je beter niet meer in investeren. Dus wij denken de historische investeringen die gefinancierd werden vroeger door de banken in bepaalde bedrijven die absoluut niet klimaatvriendelijk werken, ja, dat is toch wel een bepaald stuk van de portefeuille van de banksector vandaag. En ik denk dat daar de nichebanken, zoals ik de kleinere banken liever noem, dat daar de nichebanken eigenlijk een heel positieve rol kunnen inspelen, omdat zij veel minder die historische bruine portefeuille, om het dan zo te noemen, op hun balansen hebben en dat zij eigenlijk juist heel positief kunnen werken op de groene investeringen die nu op ieders agenda moeten staan. Dus wij voor ons, voor VDK, wij hebben in elk geval al een aantal kortingssystemen afgesproken, korting op tarieven, krediettarieven die onze klanten kunnen krijgen als ze bepaalde groene investeringen doen. Zowel voor de retailmarkt als voor de corporate markt zijn we dat momenteel aan het uitrollen ten volle. We zijn wel blij dat dat ook zijn vruchten afwerpt en dat we toch wel zien dat klanten daar interesse voor hebben. Nu, we hebben natuurlijk ook het imago van de duurzame speler te zijn, dus die klanten komen wel iets sneller onze richting uit. Maar ik denk dat het een heel belangrijke evolutie is en ik juich alleen maar toe dat de regelgever ook daar zijn rol al speelt. En ik hoop ook dat de regelgever op een bepaald moment ook denkt aan misschien een iets lagere risicoweging in te bouwen voor bepaalde van die investeringen, van die kredieten in dat soort van producten. Dat kan het alleen maar helpen versnellen. Dus voilà. Un quid bij de verzekeringssector. Jean Hilgers a parlé tout à l'heure de fréquences plus importantes de catastrophes naturelles, effectivement, d'incendies, tempêtes, etc. Est-ce que, je vous pose la question de manière très simple, misschien een beetje provocant, maar moeten we een stijging van de premies verwachten in de komende jaren? Of, verschillende dingen. Hè. Misschien eerst om verder even in te pikken op wat Leen zei. Dus ook de verzekeringssector is een belangrijke investeerder. Hè. Dus in België 40 miljard activa die we ook kunnen aanwenden in de transitie. Dus ik denk dat dat toch ook wel een belangrijke is dat we moeten meenemen. Als het gaat over schade, dus als we spreken over klimaat, dan heeft men het
heel dikwijls in de verzekeringssector over de verhoging van catastrofes enzovoort. Dus wij zien uiteraard, we modelleren dat allemaal, de frequentie stijgen, de impact van catastrofes stijgen, de duurtijd van bepaalde fenomenen ook langer worden. Dit maakt dat de kost van dekking groter wordt. Dus onze eigen kost, rechtstreeks ook de kost van herverzekering, want je moet dat herverzekeren om dat te diversifiëren wereldwijd. Dus dat heeft een impact op de premie. Nu, als je globaal gezien kijkt naar de evoluties van de tarieven in verzekeringen in reële termen, dan is die stijging niet volledig vertaald. Dus die stijging van risico is niet volledig vertaald in verhoging van tarieven. En dat is gecompenseerd door beter modelleren van risico, beter spreiden van risico's, maar ook door efficiëntiewinsten in de verzekeringssector. Dus ja, dat heeft een impact op premie, maar misschien minder dan men zou kunnen verwachten. Wat belangrijker is nieuwe risico's. Dus ik denk dat de materiële schade van catastrofes vandaag redelijk goed gedekt is, zeker in de Belgische markt. Maar waar nog ruimte is voor verbetering, is afgeleide effecten daarvan. Dus verlies van exploitatieinkomsten, bijvoorbeeld ten gevolge van droogte die een ganse sector kunnen platleggen op een bepaald moment enzovoort. Dus daar is de verzekeringssector ook volop mee bezig. En we zullen in de toekomst daar denk ik wel nog veel over kunnen terugkomen. Ja. Alors le temps passe très très vite, il nous reste 5-10 minutes pour 2-3 petites questions que je voulais absolument vous poser. Je vais en poser une à Monsieur Vanhove. Bon, au niveau de de Nationale Bank heeft dan bevolen de uitkering van dividenden te schrappen. Wat is uw mening daarover? Goed idee? Geen goed idee? Ja, goed, ik ga dat proberen economisch te beantwoorden. Ik denk dat dat een voorzichtigheidsmaatregel is. En vanuit een economisch standpunt begrijp je dat. Puur vanuit de sector ligt dat natuurlijk zeer moeilijk. Je mag ook niet vergeten natuurlijk, je moet uiteindelijk ook wel investeerders hebben in je financiële instellingen. En die willen ook ergens boter bij de vis. Dus iedereen begrijpt dat dat uitzonderlijke omstandigheden zijn, maar op een bepaald ogenblik natuurlijk, je zal dat wel opnieuw terug moeten loslaten. Ik denk dat het een belangrijke vraag zal worden als natuurlijk nu de pandemie langer duurt met de tweede golf. Maar dat is misschien eerder een vraag voor... Oui, mais je vais lui laisser la parole. Monsieur Elias, pensez que vous serez suivi sur cette recommandation, surtout s'il se prolonge sur le long terme, cette crise? La question est moins de savoir si on sera suivi cette fois-ci que la question de l'avenir de la recommandation à partir de 2021, parce que c'est ça dont on discute pour l'instant. Absolument. Et là, honnêtement, la discussion est en cours. Elle a eu lieu notamment à l'ISRB, parce que tout ça se discute d'abord au niveau international. On y participe assez activement. Au niveau du Comité européen des risques systémiques. Et il y avait 3 options sur la table. La première, c'est de ne plus rien faire, ne plus émettre de recommandations. Je peux vous dire que celle-là, on n'en parle plus. Et puis, il y en a 2 autres qui sont de dire, est-ce qu'on doit rester avec un message assez général, c'est-à-dire fondamentalement une recommandation globale qui peut justifier dans la mesure où le climat d'incertitude est tel, à la fois sur la profondeur et la durée de cette récession, qu'elle nécessite et elle justifie l'idée d'un message de prudence généralisée. Een beetje zoals Jan het zei, dat is duidelijk de achterliggende verantwoording. Et le deuxième message est un message plus granulaire, que certains veulent évidemment, c'est d'avoir une approche différenciée suivant le niveau de solvabilité, qu'on peut comprendre à court terme, et certains défendent ça, notamment l'ont défendu depuis le début, c'est notamment le cas du superviseur allemand, la BaFin, qui a défendu ça depuis le début. En disant je fais une différence entre les assureurs ou les banquiers, les banques, pardon, suivant leur niveau de solvabilité. C'est tout à fait compréhensible. Ça pose 2 questions. La première, c'est de savoir quelle stigmatisation a-t-on vis-à-vis des autres à partir du moment où on dit qu'à certains peuvent être exonérés. Et donc, à ce moment-là, vous avez des répercussions de marché potentielles. Et puis l'autre élément, mais qui justifie plutôt le point de vue de ceux qui donnent un message général, c'est de dire on est dans une situation où, même si elles se sont nettement améliorées, les exigences de fonds propres, que ce soit Bâle 3 pour les banques et Solvency 2 pour les assureurs, ne capturent pas tout. Il y a notamment un élément qui n'est pas totalement capturé, il faut bien le reconnaître, c'est un risque potentiel sur les finances publiques.
c'est qu'à un moment donné, cette crise, si elle dure, pourrait avoir un impact dans certains pays. On a connu ça. Ouais, si ces mesures conjoncturelles aujourd'hui qui sont prises pour soutenir deviennent plus structurelles. C'est ça, Ouais. et notamment les conséquences économiques que ça peut avoir. On a connu ça après la crise financière sur certains pays. Heureusement, pas trop directement lié à notre pays cette fois-là, et c'est une très bonne chose. C'est qu'on a une crise des finances publiques qui s'était passée, rappelez-vous, en Grèce, en Irlande, puis au Portugal et dans une moindre mesure en Italie et en Espagne, qui amène une crise des finances publiques, qui élargit terriblement les spreads sur les actifs souverains qui sont largement détenus, et notamment par les assureurs, dans ce type d'actifs-là, dans cette classe d'actifs-là, mais aussi par les banques, et qui ne sont pas capturés dans les exigences de fonds propres. C'est quelque chose qui n'est pas capturé. Donc c'est un élément qui justifie une certaine prudence. Le débat a lieu pour l'instant, mais à mon avis, vous ne tarderez pas à avoir la réponse. D'accord. Vous avez la parole, vous allez la garder pour la dernière question. Sur l'épargne privée, je voulais absolument avoir votre avis là-dessus. Ces 20-25 dernières années, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises pour mobiliser l'épargne privée. Ça a commencé avec la loi Monory de Clercq dans les années 80. Il y en a eu bien d'autres par la suite, tax shelter, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut de nouveau mettre en place des mesures plus importantes, plus incitatives pour mobiliser cette épargne privée qui, rappelons-le quand même, se monte à, si je ne me trompe pas, quelques 300 milliards d'euros au niveau des comptes d'épargne réglementés? Mais en fait, quand on regarde la façon dont une économie est financée, on voit que dans nos pays, surtout en Europe de l'Est et particulièrement en Belgique, mais c'est assez exemplatif sur la situation en Europe occidentale, vous avez un canal bancaire qui est dominant et qui marche plutôt bien. Je veux dire, on a un marché qui est assez concurrentiel de financement d'entreprises via du crédit bancaire. Pour la plupart des entreprises, sauf à être vraiment très grandes, le seul canal de financement extérieur, c'est le canal bancaire. D'autres ont des possibilités sur le marché obligataire, mais c'est plus limité. C'est toute la volonté, et on a vu comment, notamment dans une crise bancaire il y a 10 ans, 12 ans maintenant, comment, quand une crise affecte le secteur bancaire, combien les conséquences peuvent être assez dramatiques pour le secteur financier, pour l'économie réelle, de ne plus avoir cet accès ou plus de la même panier. C'est l'idée de la Commission européenne d'avoir ce Capital Market Union, c'est-à-dire l'union des capitaux pour développer des marchés larges, profonds, transparents, qui offrent à certaines entreprises qui n'ont pas directement accès au crédit bancaire et dont, à la limite, c'est même pas le besoin immédiat dans la mesure où elles sont à un cycle de vie, où elles ont une nécessité de capitaux plus permanents qu'une banque ne peut pas lui offrir en direct, sauf via du private equity ou d'autres structures, mais pas en direct. Et d'autre part, pour des entreprises, d'avoir une roue de secours, c'est-à-dire un autre canal, direct ou indirect, d'accès au marché. Et toutes ces mesures qui sont prises à l'initiative de la Commission, qui vont sans doute trop lentement par rapport à l'ambition de départ, mais qui vont dans le bon sens d'avoir à terme un marché des capitaux. Et c'est d'autant plus nécessaire que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, qu'il est un marché très important, notamment sur les marchés primaires, mais aussi sur les marchés dérivés. Et donc, l'idée d'avoir ça est, à mon avis, la condition nécessaire pour à la fois attirer de l'offre sur ces marchés. C'est-à-dire des offres de capitaux qui soient attirées en direct ou en indirect via des fonds, et des structures de fonds qui soient accessibles, utiles, transparentes et suffisamment liquides. Et aussi une demande, c'est-à-dire que des entreprises aient une démarche assez spontanée, en direct ou en indirect, d'avoir accès à ces marchés. Ça, c'est la condition nécessaire. Est-ce qu'au-delà de ça, il faut des avantages fiscaux pour canaliser l'épargne? Alors, il y a 40 ans, en 1980-81, on avait eu un double choc pétrolier qui a amené les marchés boursiers à connaître vraiment des problèmes de fonctionnement intrinsèque très importants. Ça justifiait à ce moment-là qu'il y ait une mesure de mobilisation de l'épargne, une canalisation vers la bourse, en France avec Monory, chez nous avec Corman de Clercq, qui était nécessaire à l'époque pour recanaliser ça. Ça n'est plus le sujet aujourd'hui. Ça n'est plus le sujet aujourd'hui. Par contre, est-ce qu'il y a sans doute dans des niches d'activité une volonté et un besoin d'avoir une certaine réorientation subsidiée, entre guillemets, ou encouragée fiscalement vers des types d'activités, comme on l'a connu par exemple en Flandre avec le Welvaartfonds qui a été mis en place, ça c'est autre chose, parce que c'est des activités qui sont plus limitées, qui se centrent sur un tissu d'économie plus local pour lequel il y a aussi un bénéfice pour les finances publiques à terme, et qui est relativement succinct, en tout cas ciblé dans la structure, avec des besoins qui sont, dans ce cas-ci, c'était les besoins liés à la crise, mais fondamentalement, qui peuvent être ciblés aussi sur certains secteurs d'activité. Ça peut vraiment avoir du sens. La seule chose, c'est qu'il faut bien être attentif au message que l'on donne. Je pense que dans ce cas-ci, dans l'exemple que je donne, il a été bien donné. Mais que du capital à risque, c'est du capital à risque. Et donc, encourager fiscalement de l'économie vers du capital à risque, il y a toujours, évidemment, le risque pour les pouvoirs publics d'avoir, à un moment donné,
l'effet de retour si jamais les choses ne se passent pas comme prévu. Fondamentalement, c'est important de donner ce message au public en général, de dire attention, on peut perdre. On peut perdre. Mais ça peut avoir du sens, mais comme une mesure complémentaire par rapport à des mesures qui visent à encourager le marché des capitaux. Parfait, merci. Merci à tous les 5. Alors avant, peut-être une première question que j'avais eue en coulisses, je ne sais pas qui veut répondre, mais la question qui est arrivée avant le débat, c'était de savoir s'il y avait des côtés positifs à cette crise, notamment en termes de digitalisation. Est-ce que l'un de vous veut répondre sur cette question? Est-ce qu'il y a des côtés positifs à cette crise pour... Oui, Madame Collin. Je pense que, il y a plusieurs éléments positifs. C'est clair qu'aujourd'hui, on voit une digitalisation qui s'accélère, pas seulement au niveau des institutions financières, mais je pense aussi au niveau des entreprises. Les entreprises accélèrent leur transformation, et ça, je pense que c'est quand même une bonne chose. Et puis, au niveau de la manière dont on travaille aussi, ça change quand même beaucoup. On travaille aujourd'hui beaucoup plus en télétravail. Ça permet, si les écoles restent ouvertes, d'avoir une vie de famille, quand même, une flexibilité plus importante. Donc, il y a, au-delà des aspects de digitalisation, aussi un marché du travail qui est en train de se transformer, qui permet une flexibilisation plus importante et probablement une combinaison vie privée, vie professionnelle, parfois un peu plus facile pour notamment les parents qui ont des jeunes enfants et qui doivent être plus souvent à la maison. Een andere vraag van een van onze... Oui, monsieur Liers. Par rapport à ce que Marine a rajouté et que je partage, il y a, à mon avis, un autre élément qui est important, c'est que never waste a good crisis. Dans la société, on voit qu'on n'est pas toujours très bien préparé à affronter des crises exogènes qu'on n'a pas vu venir, qui étaient relativement surprenantes. Et c'est clair que la société doit se préparer à ça, fondamentalement d'avoir des structures, y compris sur le plan institutionnel, mais aussi sur le plan d'organisation des organisations et des entreprises, à se préparer à ce type d'événement. Et ceci est évidemment un wake-up call par rapport à ça. D'accord. Alors, misschien een vraag voor Jan van Hoof. Welke impact, vraagt een van onze luisteraars, welke impact zal Brexit, eventueel no deal, hebben bovenop de coronacrisis? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Goeie vraag, vooral voor Vlaanderen. Hè. Ja, weet je, Brexit in het algemeen is een beetje ondergesneeuwd in het hele debat, omdat natuurlijk de economische impact van een harde Brexit, no-deal Brexit, eigenlijk verwaarloosbaar is ten opzichte van de impact van heel de pandemie. Nu, dat wil natuurlijk niet zeggen dat we blind moeten zijn voor het feit dat Brexit specifiek voor de Belgische economie nog een bijkomend negatief effect kan hebben, zeker op een aantal sectoren. En dan denken we zeker aan de sectoren die exportmatig sterk gericht zijn op het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat van de voedingsindustrie over landbouw in het algemeen, textielsector, autosector ook, waar er toch een bijkomende negatieve impact kan zijn. Macro-economisch denk ik moeten we ons daar niet te veel zorgen over maken, omdat uiteindelijk de situatie is al zo slecht. Ja goed, het vertraagt misschien het verdere herstel, maar micro-economisch op bedrijfsniveau moeten we daar wel heel veel aandacht aan geven, want het zou wel eens kunnen zijn dat net die bedrijven die het nu al moeilijk hebben omwille van de pandemie, omwille van Brexit, de laatste druppel in de emmer krijgen. En dan loopt de emmer over. Dus vandaar, we moeten daar aandachtig voor blijven. Maar goed, zoals ik begin ook al zei, de pandemie beheerst op dit ogenblik, denk ik, de economie in zijn totaliteit veel meer dan welke andere factor ook. Maar laten we hopen, Brexit, ik geloof nog altijd in een goede afloop, hoor. Optimistisch zijn. Et une dernière question, peut-être. Pourrait-on voir un impact permanent de la pandémie sur le secteur? Une nouvelle manière de travailler, d'analyser les risques, supervision prudentielle plus sévère, grand point d'interrogation. Donc, pourrait-on avoir un impact permanent de la pandémie sur le secteur financier? Je ne sais pas qui veut répondre. Maar ik hoop in elk geval het laatste wat u zegt, nog een strenge regulatoire omgeving, dat lijkt mij toch iets wat we absoluut moeten vermijden. Ik denk dat de regulator na de financiële crisis hele grote stappen gezet heeft om de teugels aan te halen, ons eigen vermogen uit te dagen, om ons eigen vermogen te versterken en alle mogelijke ratio's in stand te houden. Ik denk dus dat daar de limieten wel bereikt zijn. En gelukkig maar, want het heeft ervoor gezorgd dat wij zeer goed aan de crisis begonnen zijn met een stevige matras. En ik denk dat we daar allemaal nu blij mogen voor zijn. Dus, voilà. Voilà, c'est là-dessus que l'on clôture. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre intéressante discussion. C'était très riche, très intéressant. Et merci à vous de nous avoir suivis. En ik wens u een prettige namiddag.